Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis avec Fabien Marguerat, je l'ai bien dit? C'est magnifique, c'est parfait. Merci Max. Top. Fab, tu es préparateur mental depuis un petit moment, notamment avec l'agence Edge. Tu accompagnes les joueurs, joueuses, ainsi que les staffs, les équipes, les coachs. Tu fais le lien entre tout le monde. Et Dieu sait qu'il y a du boulot, puisque déjà il y a beaucoup de joueuses, beaucoup de joueurs, et chaque membre a son staff. Donc t'as du pain sur la planche, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. On va revenir sur le job de préparateur mental, à quoi il sert, pourquoi, comment. Déjà, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Bah, volontiers, merci déjà pour l'invitation. Effectivement, comme tu l'as dit, je m'appelle Fabien Marguerat. Et puis, je partage un petit peu mon emploi du temps entre mon activité avec Edge, dont on va parler aujourd'hui. Et puis, j'ai une formation de maître d'éducation physique, c'est comme ça qu'on appelle en Suisse, vu que je vis en Suisse. Donc, j'ai fait un master en sciences du sport et de l'éducation physique. Et puis, j'ai travaillé, maintenant, c'est ma 17e année, donc déjà quelques heures de vol, comme on dit, dans ce milieu-là. Et puis, bah voilà, j'ai travaillé un petit peu dans tous les milieux. Puis si j'en parle maintenant, c'est parce que ça fera un petit peu un lien avec mon activité actuelle. Donc, peut-être un exemple, j'ai eu l'occasion pendant presque 7 ans de travailler aussi en milieu carcéral, dans une Ah ouais. prison, dans le secteur psychiatrique d'une prison. Donc, c'était super intéressant pour développer en fait des compétences où il faut réagir assez rapidement, il faut improviser, enfin, peu de place finalement pour la préparation dans ce milieu-là. Et puis sinon, bah, voilà, avec des enfants, des adultes. Et puis après, j'ai un peu complété ma formation puisque je suis devenu par la suite médiateur scolaire. Donc c'est aussi une formation de 2 ans. Et puis par la suite, là, j'ai aussi fait une formation de formateur d'adultes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je certifie des personnes qui veulent faire ce métier. Donc, je valide leur formation pratique. Donc, ça, c'est pour voilà, le côté professionnel. Ouais. Et puis voilà, après, bah, j'aurai l'occasion de t'expliquer Com- un petit peu les liens. Comment tu as cheminé dans le tennis? Je vois que tu as le même sponsor que Monsieur Sbarro avec lequel tu travailles étroitement. Ah, tu vois, ouais, Fabrice Barraud, je sais que les auditeurs de ton podcast le connaissent bien. C'est lui qui est à la base en fait de mon entrée dans le tennis. Et on va plutôt dire que c'est Fabrice Barraud qui me sponsorise plus que Yonex. Mais, C'est beau ce qui se passe. mais tu Juste à vois, l'époque. il s'occupe très bien de nous. Il nous habille aussi chez Edge. C'est magnifique. On est très bien pris en charge. À la base, en fait, je viens pas du tout du tennis. Enfin, à la toute base, je viens du tennis puisque c'est là que j'ai rencontré Fabrice. Tu vois, à l'époque, on avait 7 8 ans. Donc, ça date un petit peu maintenant. On faisait des tournois d'anthologie dans les petits carrés. C'était extraordinaire. D'ailleurs, enfin, je crois que c'est un des plus hauts points sur mon CV. Il sera pas forcément d'accord avec moi, mais je l'ai quand même battu une fois dans les petits carrés en finale d'un tournoi. Ouais, franchement, c'est extraordinaire. Je dois encore avoir le linge Mickey que j'avais gagné, la serviette Mickey que j'avais gagné à l'époque. Mais voilà, donc je suis rentré dans le tennis après avoir fait une carrière dans le Ok. handball, comme on dit ici en Suisse, vu que c'est plutôt une spécialité pour les Suisses allemands. Mais moi, j'ai été immergé pendant 18 ans dans ce sport. J'ai joué pendant de nombreuses années, Ok. à assez bon niveau. Et puis après, voilà, j'ai entraîné aussi, entraîné une équipe, et puis on a fait des super résultats. Et ces super résultats, en fait, ont été un peu médiatisés évidemment, au niveau régional. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on a repris contact avec Fabrice, parce qu'il a lu des articles dans les journaux, et puis il m'a appelé un jour pour me demander si j'étais tenté de relever un nouveau défi dans le tennis. Ouais. Et puis, c'est là, en fait, où j'ai assez vite accepté. Je crois pouvoir dire que je suis un homme de défi, donc j'ai vraiment besoin de ça. Et puis, bah, ils m'ont confié en fait à la base plutôt pour de la prépa physique, en fait, un petit diamant, un petit bijou qu'on avait en Suisse qui s'appelle Luna Milovanovic, qui a arrêté de jouer au tennis depuis un petit moment, mais sauf erreur de ma part, elle avait joué les demi-finales à Roland-Garros en U14 quand elle avait 12 ans, enfin voilà, Ok. quelqu'un de très bien. Puis on a collaboré quelques années. Et puis ensuite, Fabrice est venu me proposer un nouveau défi, toujours dans la prépa physique à la base, avec Connie Perrin, qui est une joueuse suisse qui joue encore plutôt en double. La reine Avec des trickshots. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, tu vois, je l'ai accompagné pendant 7 ans sur le circuit WTA en tant Ok. que prépa physique. On a très vite dévié sur la prépa mentale. On a compris assez vite qu'il y avait des liens très clairs. Et puis, bah, voilà, on a eu des bons résultats, je crois qu'on peut le dire aussi, quoi. T'as quoi comme formation du coup à la préparation mentale? Alors, justement, la préparation mentale, en fait, c'est quelque chose qui est. Déjà, je vais peut-être juste revenir sur ce terme. Je sais pas si tu te souviens, Max, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, on a eu une petite discussion par rapport à ce titre-là. Et j'ai un peu de peine
de me présenter comme préparateur mental ou coach mental. Le terme de coach mental, c'est quelque chose qui m'ennuie un peu. Ok. Je suis pas du tout un psychologue sur la façon dont je me présente aux joueurs. Puis en fait, dans le cursus universitaire, j'ai suivi quelques modules en psychologie, mais ils ont surtout été renforcés quand j'ai fait ma formation dans la médiation, puisque c'est là où vraiment j'ai eu une formation un peu plus solide au niveau psychologique. Et Ok. puis je me suis aussi énormément intéressé à ces questions. Encore une fois, le handball a fait vraiment une belle transition là-dedans. Et puis, bah, ouais, j'ai lu vraiment beaucoup d'articles, de livres, et puis j'ai appris aussi sur le terrain. Et puis, ma plus grande force, c'est que je suis quelqu'un de très créatif parce que je me donne le droit à l'erreur. Et je crois que dans le milieu du sport, je pense que c'est vraiment le premier acquis qu'on doit essayer de viser, c'est celui-ci, c'est d'accepter bah, qu'on est vulnérable et puis qu'on est aussi capable de rebondir. Ouais. Voilà. Et du coup, tes missions dans le hand, avant de cheminer dans le tennis, d'un point de vue, alors je sais pas comment tu, bah, préparateur mental, même si, comment tu te définirais, toi, médiateur mental, c'était quoi tes missions pour gagner en expérience, en crédibilité aussi, et puis Ouais. avoir quand même cette ligne sur ton CV où on peut te reconnaître comme tel, quoi. Ouais, bah en fait, ouais, juste pour revenir à la façon dont je me présente, si vraiment on doit me donner un titre, si je dois le faire, c'est vrai que je préférerais parler, je sais pas, à la limite d'intégrateur mental, parce que pour moi, le mental doit être intégré bah, au quotidien, en fait. Et j'aime pouvoir avoir cette discussion avec les coachs et les joueurs pour travailler sur ce mindset-là. Et les missions qu'on m'avait données au handball, c'est assez simple. En fait, ça faisait 13 ans que un des clubs dans lequel j'avais évolué, mon club principal, engageait en fait des entraîneurs à l'étranger, quelques mercenaires aussi comme joueurs, et puis ils visaient une promotion qu'on n'arrivait pas à atteindre. Et je me souviens d'un soir, c'était le repas de fin de saison où je suis passé à côté du président et je l'ai entendu dire de toute façon, on n'arrivera à rien avec tous ces bras cassés. Et moi, je terminais ma formation en sport, ouais, c'était très encourageant. Allez, sortez. Ouais, mais tu sais que ça a été c'était un vrai boost pour moi parce qu'en fait, j'ai un peu du tac au tac. Bah, je lui ai dit, écoute, on fait comme ça. Tu me laisses l'équipe pendant 3 ans. Ouais, Je te coûterai rien du tout. Pas besoin d'engager des entraîneurs étrangers. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Comité, vous n'avez rien à perdre. Et puis on essaye. Et puis, puis moi, je te promets la promotion dans 3 ans. Et une fois que j'avais dit cette phrase, je me suis mis au travail parce que j'ai compris il allait falloir assumer. ouais, Ce qui était intéressant, c'est que effectivement, ça nous a pris 3 ans, mais on y est arrivé. Et la première année, je me souviens, on faisait vraiment des bons matchs. Et on était très souvent en train de mener au score. Et puis les 10 dernières minutes, je, on va dire comme ça, je m'arrangeais pour qu'on perde le match. C'était pas du tout mon intention. Mais par contre, les 10 dernières minutes, je sortais tous les piliers de l'équipe. Je sortais tous les mecs qui avaient de l'expérience pour donner du temps de jeu à ceux qui en avaient moins. Euh, dans des situations un petit peu tendues, des situations finalement de déséquilibre, de tension, d'inconfort. Parce que pour moi, c'est une des philosophies, je dirais peut-être même la principale qui m'anime, c'est je ne suis pas persuadé qu'on progresse beaucoup dans le confort. Et je pense qu'on a besoin vraiment de sortir un petit peu de son cadre habituel pour pouvoir progresser. Bref, on fait ça la première saison et on termine, on se sauve tout juste en fait dans la ligue dans laquelle on évoluait. Et puis là, je suis convoqué par le comité qui dit, bon, écoutez, voilà, ben, les résultats sont pas à la hauteur. Et puis je dis, non, non, je crois qu'on s'est mal compris, j'ai signé pour 3 ans. Donc, si vous voulez bien, on fait le bilan à la fin des 3 ans. Et puis la deuxième saison, on termine quatrième ou cinquième du championnat parce que bah, là, toutes les personnes qui avaient acquis de l'expérience pendant cette première année sont devenues un peu plus solides. Et puis on pouvait viser à ce moment-là un peu plus le haut du classement. Et puis dans la dernière saison, c'est là où j'ai commencé à faire vraiment un lien avec le mental. Dans cette dernière saison, en fait, ce qui s'est passé, c'est bah, je savais on devait gagner pour que je puisse finalement assumer ma parole. ouais. Il y a eu quelques concours de circonstances, très honnêtement, qui nous ont beaucoup aidés. Mais au final, on l'a fait. Je me souviens du tout premier entraînement. J'avais donné rendez-vous à tous mes joueurs à un endroit dans la ville où je vivais à l'époque, Dans la forêt. Yverdon-les-Bains pour les connaisseurs. Au bord du lac de Neuch. Exactement. Ben oui, ben voilà. On voit le connaisseur, Max. Ah, Magnifique. moi, je suis un aficionados. C'est beau. Parfait. Et puis là, je me À souviens, côté de Grandson, d'ailleurs. mais, mais fantastique. Mais en fait, tu es des nôtres, Max. Petit guide Magnifique. local, s'il y a besoin, Ouais, n'hésitez pas. exactement. Merci. Et là, ce qui s'était passé, c'est que ce premier entraînement, j'avais donc donné rendez-vous à ces joueurs. Donc, pour ceux qui connaissent pas cette région, bah, évidemment, on vit au bord d'un lac, mais on a la vue sur une magnifique montagne. Un des sommets au-dessus d'Yverdon s'appelle le Chasseron. Et, en fait, je leur avais dit, bah, écoutez, on va faire ce premier entraînement. Ouais, tous les gars étaient très motivés, parfait. Ils sont rentrés dans leur voiture. Je suis allé toquer contre les vitres pour dire, vous n'avez pas trop compris, en fait. Les gars, on va y aller, mais on va y aller à pied.
Et dans mon esprit, en fait, l'idée était de créer une métaphore. Et je fonctionne énormément à la métaphore pour pouvoir, lorsqu'on jouait à domicile, c'était important pour moi de rappeler toute la saison cette métaphore. Pour leur dire, on a gravi par étapes finalement ce petit sommet. C'est à peu près 7 heures de marche avec pas mal de dénivelé. Ah ouais, quand même. Oui, mais Donc c'est c'est- donc 15 heures aller-retour, quoi, grosso modo. ouais, non, j'avais réservé une petite surprise. Un J'avais bus pour réservé rentrer. un minibus pour rentrer avec quelques caisses de bière. On va mettre ça de parenthèse, mais ça fait partie du job. Et puis, en fait, ça avait vraiment fondé quelque chose de très intéressant dans l'équipe. Et je me souviens, la fin du championnat, on était deuxième et on devait absolument terminer premier. Je me souviens vraiment d'un moment avant ce dernier match où je suis arrivé à l'entraînement et encore une fois, dans la métaphore, dans la créativité, j'avais pris des baudriers de grimpe et puis j'avais suspendu en fait mes joueurs au plafond pour leur dire qu'ils devaient se souvenir en fait de cet état, de cette sensation pour jouer leur dernier match, que j'avais vraiment on avait tous ensemble construit quelque chose de magnifique et pour le concrétiser, il fallait qu'on ait l'impression de voler. Donc, le dire, c'est quelque chose, mais le vivre, c'était pour moi beaucoup plus important pour l'ancrer. Et je me souviens d'un match, je reviens un tout petit peu en arrière, qui était aussi déterminant, où j'avais fait un discours à l'entraînement. J'étais monté, il y a des armoires qui font à peu près 3 mètres de haut. J'étais monté sur ces armoires, les joueurs étaient assis en dessous pour leur faire finalement un petit discours en disant que maintenant, bah, on devait absolument tout donner pour atteindre notre objectif. Et je m'étais retourné et je me suis laissé tomber. C'était pour leur montrer aux gars que j'avais 100% confiance en eux. Heureusement pour moi, ils m'ont rattrapé. Donc, ça m'a permis quand même d'assister à la fin du championnat. Mais quand on est arrivé pour le dernier match dans le vestiaire, tout le monde s'attendait à un discours finalement assez fort. Et le seul discours que j'ai fait, c'est de leur dire, j'ai tout donné pour vous. J'ai atteint mes limites. À vous de jouer. Je me suis levé, j'ai serré la main de chacun de mes joueurs. Et on a gagné le match avec 12 buts d'avance. C'était la fête. C'était vraiment absolument fantastique. Mais cette métaphore, on l'avait vraiment utilisée toute la saison. Et je reparlerai peut-être plus tard de l'importance pour moi de la métaphore. Ouais. Il y a des moments où ils t'ont pris pour un dingue. Bah, je pense assez régulièrement. Je parlais avant de sortir de sa zone de confort. Moi, je suis sorti de la mienne en sachant que la plupart des joueurs étaient mes coéquipiers. Et les amitiés sont très solides, mais quand il s'agit de travailler dur, parfois ça peut poser des problèmes. Donc j'ai beaucoup souffert de ça, honnêtement, de casser même momentanément certaines amitiés, puisqu'à la fin, quand on arrive à atteindre notre objectif, bah, finalement tout le monde se prend dans les bras et puis on a du temps pour discuter de tout ça. Mais je crois que l'exigence, quand on veut performer au plus haut niveau, c'est vraiment indispensable. Ouais. Et de base, t'es un gars introverti, extraverti, très créatif. T'es comment? Parce que pour se mettre en haut de l'armoire de 3 mètres de haut, alors que les gars, ils s'attendaient à un discours. Enfin, faut quand même, si t'es pas un acteur né, faut prendre sur soi, quoi. T'es comment, toi, de base? Mais je crois que je suis quelqu'un de très entier, c'est-à-dire que, en fait, avant de demander quelque chose aux joueurs, j'aime l'expérimenter. Bien évidemment, j'ai pas l'expérience d'un joueur de tennis pro, donc je trouve mes limites là aussi. Mais par contre, au niveau du mindset, j'ai eu l'occasion après de faire quelques années de compétition dans les arts martiaux et j'ai compris beaucoup de choses aussi. Mais au niveau du mindset, ouais, comme on l'a dit avant, je suis très créatif et puis surtout, encore une fois, je sors de ma zone de confort pour apprendre quelque chose. Je donne encore une toute petite anecdote. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais à titre personnel, euh, j'ai exercé plusieurs années la médiation dans l'établissement scolaire dans lequel je vivais. Puis il y a des situations qui étaient quand même très critiques, très difficiles. Puis je suis arrivé à un moment donné à me poser beaucoup de questions, à entrer finalement dans une quête de sens. J'approchais de la quarantaine et puis je me posais beaucoup de questions. Et là aussi, la notion du sens dans tout ce qu'on fait, elle est primordiale pour moi. Et je pourrais faire un lien après avec le tennis qui est très intéressant. Mais pourquoi je parle de ça? C'est pour répondre à ta question et je crois qu'on comprend mieux qui je suis si on entend cette anecdote. À un moment donné, je suis arrivé à ce carrefour de ma vie où je me suis dit, OK, maintenant il faut prendre des risques pour passer à l'étape suivante. Dans ma vie, il y a trois choses que j'avais pas appréciées. J'avais fait visiter une quarantaine de pays. Il y a un pays que j'avais pas aimé, c'était la Thaïlande. Une autre chose que je détestais, c'est la vente. Je suis un très mauvais vendeur. Je suis vraiment pas bon. Et puis une troisième chose, c'était je me souviens à certains de mes voyages en Asie, le matin, les odeurs sur les marchés de fruits de mer, c'était quelque chose d'un petit peu difficile pour moi. Donc en toute logique, j'ai pris un billet d'avion aller simple un 24 décembre pour aller vendre des fruits de mer en Thaïlande. Ouais, mais je suis parti en fait quelques mois là-bas et sans vraiment savoir où j'allais. Et dans mon esprit, c'était très clair. J'ai pris ce billet à l'essaim parce que j'étais prêt à faire des grands sacrifices pour pouvoir bah, me retrouver dans tout ça finalement et être totalement en adéquation avec les valeurs que j'essaie de transmettre.
Et tu vois, je suis revenu et puis tout va bien depuis. J'ai appris énormément de choses Et et c'est encore. raconte les marchés en Thaïlande. Mais t'as trouvé du job Ben, pour vendre du ouais, sable. j'ai trouvé du job, j'aurais plein d'anecdotes, ça prendrait tout le podcast, mais j'ai effectivement trouvé du job et je me suis retrouvé vraiment dans des situations qui étaient assez complexes puisque je suis allé dans des endroits de Thaïlande qui sont absolument pas touristiques, donc des petits villages de Thaïlande, on travaillait à peu près 14 heures par jour, c'était assez physique, c'était difficile mentalement aussi, et je me retrouvais sur des marchés à... Alors ce qu'on sait pas, la plupart des gens savent pas, c'est que les crevettes, elles ont des espèces de cornes hein, qui t'ouvrent les doigts, donc, et tu gardes un espèce de... Je sais pas si quelqu'un a déjà tenu un poisson frais dans les mains, mais ça donne cette sensation un tout petit peu bizarre. J'ai vécu avec cette sensation pendant plusieurs mois. Je crois que psychologiquement, c'est ce qui a été le plus dur. Et je me retrouvais ces marchés de poissons, finalement, à vendre quelque chose avec ce coup de stress que ceux qui m'employaient me mettaient parce que je devais aller vite. Il y avait beaucoup de monde qui voulait acheter des crevettes, des poissons. Et je comprenais rien parce que bah, je me débrouille bien en anglais, mais eux, pas du tout, quoi. Donc, je me suis retrouvé finalement dans cette situation où habituellement, c'est plutôt moi qui donne des cours, qui explique un peu aux gens comment ils doivent faire. Et tout d'un coup, je bascule de l'autre côté où bah, c'est moi qui comprends rien en fait. C'est moi qui dois tout apprendre. Et j'ai appris. J'ai appris vraiment énormément de choses par rapport à ça sur moi. Et voilà, au niveau personnel, ça m'a un peu soigné du fameux syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir par moment, surtout quand on parle de préparation mentale. Je Je sais peux pas si- être un vendeur de crevettes à tout moment. Je sais Ouais, le faire. ouais. Mais tu vois, Max, C'est j'ai des ça, bonnes adresses. c'est incroyable. Et c'est ça l'enseignement principal que t'en as tiré, c'est de te dire en fait, on est capable de plus ou moins tout faire. On parle pas d'une opération à cœur ouvert, mais quand même, aller vendre des crevettes en Thaïlande dans une langue que tu parles pas, c'est un vrai truc. Ben, tu sais, l'enseignement principal que j'en ai tiré, c'est que j'avais cherché des réponses sans prendre l'avion, en fait. J'avais cherché des réponses dans des livres. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Bah, notamment sur le développement personnel, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui revenait pratiquement tout le temps, c'est cette notion du lâcher prise. Et on en parle aussi dans le tennis parfois. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu te détends, voilà. Puis il faut que tu sois heureux aussi, sois heureux, ping, baguette magique. Enfin, voilà, ce genre de choses impossibles. Et j'ai eu besoin de cette expérience pour savoir ce que signifiait le lâcher prise. On m'a déposé quand même, un taxi m'a déposé à Ayutthaya, là, à peu près au centre de la Thaïlande, dans un espèce de resto en me disant il y a un camion de poissons qui vient te chercher dans 1 heure et quart pour t'emmener où tu vas aller travailler. Il y aura à peu près pour 6 heures de route. Et 10h30 plus tard, assis sur mon trottoir à 40 degrés avec des chants de Noël, j'attendais toujours un camion, mais sans savoir qui, quoi, comment. Et finalement, ce camion est arrivé. Bon, après, il y avait 13 heures de route. Et quand on est arrivé, ça faisait à peu près, si je me souviens bien, 34 heures que j'étais réveillé. Hein? Et on m'avait dit que j'allais pouvoir faire une bonne nuit de sommeil avant d'aller travailler. Puis évidemment, bah, voilà, on est arrivé et puis c'est parti pour décharger le camion et partir pour travailler pendant 14 heures. Donc là, j'ai compris tout de suite que si on m'avait dit avant que mentalement j'étais capable, même physiquement, de résister à ça, très honnêtement, j'en aurais douté. Et finalement, ouais, je pense qu'on ne connaît pas nos limites. Après, moi, je crois pas du tout à cette théorie qui dit il faut dépasser ses limites. J'y crois absolument pas. Déjà, s'en approcher, c'est une excellente chose, quoi. Et je pense que j'ai approché des miennes et j'ai appris des choses. Incroyable. Mm. Ah ouais, non, mais j'ai hâte qu'on dîne ensemble et que tu me racontes ça jusqu'au bout de la nuit. Quand tu veux, Max. Incroyable. Mm. Pour revenir au sport et au hand, est-ce que tu faisais du coup de la prépa mentale quand tu faisais un peu tes classes à cette époque-là, en groupe, à l'aide de discours, ou parfois tu prenais les mecs one-to-one? Comment tu t'es vraiment forgé la cuirasse de préparateur mental, même si t'aimes pas ce mot-là? Ouais, ouais, non, non, ça ira très bien pour aujourd'hui. Non, écoute, déjà, j'ai commencé par appliquer ce que j'avais appris sur les bancs universitaires. Donc, c'est vraiment toutes ces techniques de base. On parle beaucoup de respiration, de visualisation. Puis après, il y a quelque chose de particulier quand on travaille dans un groupe comme le hand, c'est que finalement, j'ai compris assez vite que chaque joueur avait son utilité. Et si on veut vraiment construire une équipe, et c'est aussi valable pour le tennis. Moi, un joueur individuel, j'y crois pas. Pour moi, c'est son environnement qui est important. C'est le rôle que peut jouer chaque personne dans son staff qui a vraiment de l'importance à mes yeux. Mais là, par rapport au handball, c'est vrai que j'ai fait un petit peu de tout. J'ai testé ce que j'avais appris, et puis après, j'ai compris que ça, en tout cas dans le cadre dans lequel j'évoluais, ça suffisait pas. Donc j'ai fait après ouais, pas mal de discussions aussi individuelles. Puis il s'agissait surtout de comprendre qu'on est tous différents, on a tous des attentes différentes, surtout un mode de communication différent. Il y a des façons de parler avec les joueurs qui doivent être très différentes. D'ailleurs, pour revenir un petit peu chez Edge, tu vois, comme tu disais avant, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses
mais ils n'ont pas tous la même culture. Donc, je dois toujours m'adapter et puis j'essaie toujours de me renseigner un petit peu sur les différentes cultures. Et ce travail de médiateur m'a beaucoup aidé à faire ça parce que j'ai rencontré effectivement beaucoup de personnes de cultures différentes, les voyages aussi. Et puis, ça me permet maintenant de m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi pour essayer déjà de comprendre leur univers avant de leur partager le mien. C'est un Ouais, petit peu ça. ok. Et pareil, pour rebondir sur ta manière de coacher à un moment donné où tu déstabilisais l'équipe exprès dans les 10 dernières minutes, en quoi est-ce que ça s'est avéré payant parce que tu devais avoir une vision long terme pour faire un truc comme ça? Ah, tu sais, le principal risque, et encore une fois, on le retrouve dans le tennis, c'était de m'accrocher au score. Si j'étais resté accroché au score, c'est-à-dire que si je réfléchissais uniquement en termes de victoire ou de défaite, j'aurais jamais pu regarder sur le long terme. C'était un processus, j'avais engagé ma parole pour les 3 ans à venir. Oui, Jamais je l'aurais fait sur une saison, jamais. Je savais qu'on n'avait pas les moyens. Je savais qu'on était encore un peu les bras cassés pour faire plaisir à mon ancien président. Mais embrasse. franchement, oui, c'était cette vision à long terme qui m'a permis de faire ça parce que mais je crois que j'avais aussi confiance non seulement dans mes capacités de travail, je suis un gros travailleur, je peux passer une nuit complète pour trouver un exercice de 5 ou 10 minutes qui sera efficace. Et c'est aussi ce que j'ai imposé à mes joueurs. Et je pense que c'est pas toujours facile de travailler avec moi par rapport à ça, parce que j'ai un niveau d'exigence qui est très élevé, mais en même temps, je commence pratiquement toujours mes interventions comme ça. Et après, ben, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ok. Et d'un point de vue concret, résultat, est-ce que ça a permis au second couteau que tu faisais rentrer dans les 10 dernières minutes d'élever leur niveau de jeu, de prendre confiance au fur et à mesure, ou au contraire, ça les a un peu détruits parce que les mecs étaient moins bons, sous la pression, ils sont encore plus inhibés. C'était quoi le résultat concret de tout ça, moyen long terme, on va dire, peut-être pas immédiat, mais tu vois, longtemps. Le résultat aurait pu être catastrophique, comme tu dis, peut-être que les mecs, ça aurait pu totalement les toucher à leur confiance, mais évidemment, j'ai pris des précautions. Et parmi les précautions, c'était de donner du sens. C'était toujours d'expliquer mes choix. J'ai toujours pu expliquer mes choix. Et je dis souvent, et je le dis d'ailleurs même à mes élèves, là je travaille dans un lycée enfin, avec des élèves de 16 à 20, 21 ans, et je leur dis souvent, si je vous demande de faire quelque chose et que vous ne comprenez pas, posez-moi la question. Mais faites-le avec tout le monde. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose, il est incapable de vous expliquer pourquoi, Hmm. et il y a un petit problème. Et du coup, pour mes joueurs au handball, bah, je leur expliquais vraiment à chaque fois, écoute, je vais faire ça. Certains très bons joueurs, parfois, par moment, je les sortais, je les mettais sur le banc, ou même avant le match, je leur disais, tu sais, le samedi, on joue au match important, mais j'ai vraiment besoin de toi sur le banc. Elle a dit, mais sur le banc, je sers à rien. Je me détrompe-toi, en fait. Ça fait partie, encore une fois, de notre environnement de l'équipe. Et quand tu seras sur le banc, j'ai vraiment besoin que tu puisses donner le petit mot qu'il faut, la petite impulsion, taper dans la main du joueur au bon moment. Donc, ton rôle, il est autant important que le mien ou celui de notre meilleur buteur. Donc, donner du sens, pour moi, ça a permis de faire évoluer tout le monde. Il faudrait leur poser la question, mais des retours que j'ai eus sont très positifs, encore une fois. Ouais. Et ton expérience avant de cheminer vers le tennis en Mm. prison, au milieu carcéral, c'était après le handball, avant, pendant? Non, c'était entre avant et pendant. Ouais, C'est vrai que c'était très enrichissant pour moi, juste pour comprendre le contexte. Alors, c'était 1 heure par semaine, hein, c'était pas du plein ah temps. ouais, Parce que, ok. vraiment, bah, tu vois, dans le milieu carcéral, on peut pas offrir la possibilité tous les jours aux détenus de faire du sport. Mais je me souviens, en fait, en gros, toi, tu attends, donc j'attends dans une salle de sport, et puis on entend le bruit de la serrure, et à partir de là, j'ai 10 secondes. 10 secondes pour compter le nombre de personnes, pour essayer de comprendre l'état d'esprit. Et je me souviens toujours un infirmier, une infirmière qui arrive avec, des gardiens. Et à partir de là, tu dois prendre une décision. Et la décision, c'est, bon, bah, là, aujourd'hui, je sens des tensions très rapidement. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire du foot. Donc aujourd'hui, on va mettre plutôt un filet de volet. Comme ça, il n'y a pas de contact direct. Donc c'est toujours prendre des décisions finalement assez rapides. Et ça m'a vraiment amené ces compétences-là, de pouvoir rebondir finalement assez rapidement. Puis des fois, je me plante. Hein, des fois vraiment, je sens assez vite que l'exercice que je propose, hein, il répond pas forcément aux besoins du moment. Et il faut rebondir, il faut partir. Mais je crois que l'humilité aussi ce que je disais avant, si j'avais pas accepté de faire des erreurs, je pense pas qu'on serait en train de discuter maintenant. Et donc, ton premier cas d'école dans le tennis, c'était avec Connie Perrin, c'est bien ça? Moi, avec Connie, c'est en fait la transition finalement entre le travail physique et le travail mental qui est intéressant. C'est que, d'ailleurs, ça surprenait un petit peu sur le tour quand Connie expliquait que je travaillais avec elle et puis on lui demandait qui j'étais. Elle disait, ouais, bah, il fait prépa physique et mentale. Et ça surprenait les gens que je puisse faire les deux. Ouais. Et pour moi, dans mon regard, ça me surprend en fait qu'on fasse pas les deux, en fait. Parce que Quoi?
Mais parce qu'il y a des liens directs, en fait. Le physique réagit évidemment au mental. Et peut-être vice-versa, d'ailleurs, tu vois. Et pour moi, c'est intéressant de voir quand j'entends ces discours, il faut que tu trouves le relâchement. Mais la tension provient en grande partie du mental. Et on travaillait le mental dans tous les niveaux, quoi. Quand je faisais de la prépa physique, je me souviens, enfin, tous les préparateurs physiques font faire des squats. Je prends un exemple assez commun. Finalement, font faire des squats à des personnes. Bah, quand on travaillait le squat, il y avait effectivement le squat traditionnel, mais par moment, je me souviens d'avoir attaché au-dessus de sa tête des nœuds. Et pendant qu'elle faisait l'exercice, on travaillait aussi sur d'autres choses pour essayer de travailler aussi en dissociation entre le haut et le bas du corps. Et on pourrait imaginer que ce travail-là, bah, finalement, tout le monde le fait, ou la plupart des préparateurs physiques le font. Donc peut-être qu'ils font aussi un travail mental sans le savoir, mais c'est très connecté. Et pour te donner un exemple concret du premier exercice, vu que les anecdotes parlent beaucoup, je me souviens d'une qualif à Roland-Garros où finalement, on regarde les entraînements de Conny, puis je lui demande, mais comment tu te sens aujourd'hui? On était à J-2 avant son premier match, et puis il me dit, ouais, je sais pas en fait ce que je fais sur le terrain, j'arrive pas à me sentir, j'arrive pas à être une patronne en fait, à décider de ce que je vais faire. Et bah là, on arrête l'entraînement, je lui dis, bah rendez-vous demain matin à 8 heures, quoi. Et là, je suis parti, en fait, je suis parti de mon appart et je me suis mis à me creuser la tête, et j'ai réfléchi jusqu'à 4 heures du mat pour Wow. trouver un exercice qui pourrait lui apporter une réponse. Et j'ai parlé tout à l'heure de la métaphore et pour moi, elle était très importante. Et on arrive à 8 heures du mat et je dis, écoute, il y a pas encore assez de monde pour moi là sur le stade, donc on repousse à 10 heures, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde pour faire l'entraînement. Elle me demande sur quel cours on va, et je dis, on va pas sur un cours en fait, on va aller là où sont les gens. Et il y avait avant qu'il y ait tous les travaux, donc il y avait cette grande allée, on voyait les spectateurs, les coachs ou autres se balader. Et puis nous, on se met vraiment un petit peu en hauteur, on des escaliers, et puis on voit à peu près à 200 mètres une personne. On identifie en fait un homme qui marchait, et je dis à Connie, je dis, écoute, tu es à 200 mètres pour faire en sorte qu'il se retrouve dans la haie sans que tu le touches. Puis là, elle comprend pas trop, et je dis, Connie, tu peux faire beaucoup de choses sans parler, tu peux faire beaucoup de choses sans utiliser ta raquette. Trouve une solution, tu as encore 200 mètres pour trouver une solution pour le mettre dans la haie. Et elle a compris assez vite, puis ça faisait un petit moment qu'on travaillait, donc elle commence à marcher, puis elle l'a fixé du regard directement. Et puis tu sais, c'est déjà arrivé à tout le monde dans la rue de regarder quelqu'un, et puis finalement les deux, on passe à gauche, à droite, pour se retrouver l'un en face de l'autre comme ça. Donc elle a utilisé ça pour petit à petit utiliser son corps pour le faire dévier, dévier, dévier un petit peu de sa trajectoire. Et finalement, au dernier moment, elle a mimé un geste comme si elle tombait et il s'est pris la haie. Elle s'est excusée et c'était la première partie de l'exercice. Et ce qu'il fallait comprendre là derrière, c'est que je voulais lui donner la compréhension que finalement, son langage corporel avait une influence, elle réfléchissait toujours en termes tennistiques. Qu'est-ce que je dois faire pour être une patronne sur le terrain? Ce qui est évidemment ultra important, mais pas que. Il n'y avait pas que ça. Et puis après, on est passé au deuxième exercice. Je lui ai donné une petite bouteille d'eau. Puis j'ai dit, écoute, on fait le même exercice. Tu dois lâcher ta bouteille d'eau, mais c'est pas toi qui dois la ramasser, sans parler. Tu as interdiction de parler. Tu dois faire en sorte que quelqu'un te la ramasse. Et là, elle a compris, elle avait pris confiance, elle est arrivée, elle a mis un coup d'épaule elle a mis un coup d'épaule à quelqu'un, elle a lâché sa bouteille, et c'est là où elle a craqué. C'est-à-dire que la personne qui était très surprise l'a regardée, l'a observée, et puis elle l'a regardé aussi, mais vu qu'elle n'avait pas le droit de parler, elle n'a rien dit. Et finalement, ils se sont baissés les deux en même temps pour ramasser la bouteille. Et là, je lui ai dit, tu vois, cette fraction de seconde, c'est tout le travail qui nous reste à faire. C'est d'aller au bout, c'est ce travail de conviction. Quand tu fais quelque chose, quand tu vas dans une direction, va jusqu'au bout avant finalement de juger du résultat. Ouais. Et voilà, un exemple finalement de préparation mentale, un peu comme je la perçois, j'essaie vraiment de trouver des choses qui puissent parler sans utiliser finalement des trop grandes théories. Cogny a été top 200 au mieux ou combien? Ouais, Cognier, on est arrivé 132 ou 134. Et bah, tu sais, là aussi, quand Fabrice m'a appelé, bah, à l'époque, plus personne pensait qu'elle entrerait dans le top 300. Et Fabrice avait beaucoup travaillé avec. Et puis, encore une fois, moi, j'aime travailler avec Fabrice. Et puis, bah, voilà, on le connaît assez. Il avait fait un super boulot. Et c'est vrai que j'ai travaillé longtemps avec elle. Et puis, j'étais avec elle quand on est arrivé dans ce classement-là. Mais pour moi, c'est le résultat de tous ceux qui ont travaillé avec. C'est Ouais. vraiment ce résultat-là. C'est toutes les pierres qui ont été mises avant à l'édifice qui a contribué à ça. Et donc, ouais, 130, 134 ou 132, j'ai un petit doute. Mais ouais, Et quand on sait que, tu vois, même top 500, on va dire, ou même top 1000, toutes les joueuses, alors peut-être un peu moins chez les filles que chez les mecs, mais ça joue très bien au tennis. bien sûr. Techniquement, c'est à 80%, c'est propre. Les schémas, ils sont plutôt là, bon, tout ce que tu veux. Connie qui bosse le physique slash la prépa mentale avec toi depuis 7 ans, Mm. là où d'autres joueuses n'ont jamais fait de prépa mentale, on va dire, elles peuvent être top 30.
Pourquoi est-ce que Connie n'a pas réussi selon toi? Ou tu vois, là on parle de Connie Perrin. Bien sûr, hein. Et je l'adore, on s'est croisés à Montreux, elle est tout en souriante, elle a la banane, c'est un bonheur. En plus, elle a, ouais, je trouve qu'elle, peut-être qu'elle est un peu plus relâchée par rapport à avant, je sais pas, mais du coup, c'est un rayon de soleil de la voir. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, ça va bloquer à 134, tout en ayant mis autant de chance de son côté, en ayant autant bossé tous les paramètres, quoi. Mhm. Comment t'expliques? Bon, alors déjà deux choses. La première chose, c'est que c'est vrai qu'on avait cet objectif d'entrer dans le top 100, mais encore une fois, les spécialistes du tennis, que j'étais pas, voilà, que je n'étais pas vraiment été unanime, hein. Entrer dans le top 300, c'était pas possible. Donc on a, je pense, optimisé finalement Colin Perrin. Puis après, il y a tout l'environnement. En fait, je perçois les joueurs, les joueuses, le tennis comme étant vraiment un système assez complexe. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des choses d'ordre privé. Et c'est aussi là où je trouve mes limites, et surtout avec elle. Je disais avant que j'étais pas un psychologue. Très souvent, on entre finalement dans ce terrain-là, dans les plates-bandes, je veux dire, c'est comme ça le psychologue. À ce moment-là, je suis très clair, en fait. J'oriente vers des personnes qualifiées pour ça. Et bah voilà, Connie pourra répondre aussi ce qu'elle veut par rapport à ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, on est arrivé à nos limites à tous les deux. J'avais encore plein d'idées, j'avais un plan bien précis pour elle pour atteindre cet objectif de top 100, mais c'était un petit peu complexe aussi peut-être pour elle d'encaisser toute cette charge de travail. Et puis sur le plan personnel, elle avait son chemin à faire aussi. Et bah on est amis, hein, évidemment, avec Connie, on est resté proches et maintenant on collabore un petit peu parce qu'elle a pris un petit peu le coaching, on a énormément de plaisir à le faire. Mais voilà, et je pense qu'il y a des joueurs qui intrinsèquement ont aussi des qualités qui leur permettent d'entrer plus rapidement que d'autres dans le top 100. Et clairement, au niveau du jeu, au niveau des qualités physiques, peut-être aussi au niveau des aptitudes mentales de base. Et pour moi, bah voilà, j'ai un immense respect pour le travail qu'a effectué Connie. Et je pense qu'elle peut être très fière d'elle. Ouais, vraiment. Tu dirais que c'est quoi la différence entre un préparateur mental et un psy? Bah, tu sais, là aussi, on peut toujours se battre avec des définitions, mais la mienne, c'est que le préparateur mental va utiliser un certain nombre de techniques qui sont déjà approuvées dans le milieu du sport. Finalement, il y a différentes techniques. Son travail sera de trouver celles qui correspondent le mieux aux besoins du joueur et puis celles qui ont finalement la plus grande efficacité. Puis pour moi, un psychologue, après, on peut encore parler d'un psychologue, psychothérapeute, psychiatre, enfin, encore toutes ces choses différentes. Mais si je parle justement de psychologie du sport, moi, je m'autoriserais, si j'avais ce titre-là, finalement, à sortir un petit peu du milieu tennistique et puis essayer de comprendre les différents fonctionnements en fait, des joueurs, ce qu'ils ont appris depuis tout petit. Donc finalement, on rentrerait plus dans quelque chose de privé. Pourquoi pas par moment de pathologique, mais encore une fois, dès que je décèle ce genre de choses, voilà, j'explique clairement que là, on sort de mon domaine de compétences. Donc, Monsieur Sbarro a fait augmenter son équipe du Real Madrid au sein de Edge, qui est une agence, hein, pour ceux qui connaissent pas encore, qui permet initialement à de jeunes joueuses de se staffer, de se structurer pour accéder à l'élite du tennis mondial. Aujourd'hui, il y a des joueurs également. Et donc, toi, tu as la casquette préparateur mental, mais il y a aussi donc Fab qui fait les stats, Olivier Bourquin qui peut faire des programmes autour de la nutrition, Lionel Grossenbacher qui dirige le centre d'entraînement à Neuchâtel, où il y a également des services de vidéo, de biomécanique, bref, il y a tout un tas de services pour se professionnaliser. Toi, tu as cette casquette du préparateur mental. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rejoint les rangs et par quoi tu as commencé, nous faire un peu le film? Ouais, alors avec grand plaisir. Évidemment, c'est de nouveau Monsieur Sbarro qui est à la base de tout ça qui m'a contacté. Moi, j'avais marqué une pause après mon arrêt avec Connie. C'était en 2020, on avait arrêté de collaborer à ce moment-là. Et puis du coup, j'étais totalement sorti du tennis et j'avais même plus besoin de trouver finalement un autre challenge. J'étais parti dans d'autres choses. J'ai créé une petite société. Enfin voilà, des choses qui correspondaient à mes besoins. Et Ouais, puis, bah voilà, finalement, je suis revenu sur appel de Monsieur Sbarro, appel à répétition, on va dire ça comme ça. Et il veut, c'est là. j'étais très très occupé. Et puis finalement, je lui ai donné des contacts. En fait, j'ai dit, écoute, ce gars-là, il est très bien là-dedans. Puis à chaque fois, il me répondait non, pas assez ci, pas assez ça, je veux travailler avec toi. Et finalement, je le remercie pour sa confiance parce que il sait, il connaît aussi ma passion pour le challenge. Et puis finalement, je crois que je suis au bon endroit pour ça. Et très rapidement, avec Fabrice, on a eu cette discussion par rapport à ce qui était scientifique. On connaît aussi son amour pour les chiffres avec la statistique.
Puis j'expliquais que pour moi, dans le mental, c'est un petit peu plus compliqué de parler de chiffres, quoi. On est vraiment dans ces sciences humaines où, voilà, c'est un tout petit peu plus délicat. Et on a été visiter finalement un mec qui nous a rejoint assez rapidement, Francesco Di Muccio, qui fait du neurobiofeedback. Et puis c'est vraiment super intéressant parce que c'est peut-être ce qui nous différencie enfin, je vais dire des autres, hein, en termes global, quoi. C'est quoi? C'est qu'on a ce travail quand il s'agit de l'aspect mental, c'est que lui, il utilise un certain nombre d'outils que je n'ai pas, mais qui sont totalement compatibles avec ce que je fais. Lui, il utilise vraiment ce neurofeedback. En gros, c'est une méthode qui est validée hein, scientifiquement, une méthode d'autorégulation. L'idée, c'est d'apprendre aux joueurs à modifier leur activité physiologique pour améliorer leur performance. Donc, il met un certain nombre de capteurs et puis on regarde, quand on les met dans des situations de stress, comment fonctionne leur cerveau. Donc, par rapport à ces marqueurs, il arrive à tirer justement quelque chose d'un peu plus scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre collaboration, moi, j'ai élaboré tout un testing aussi, tout un instrument pour tester les joueurs. Et là, pour l'instant, depuis qu'on a commencé, en fait, ce que j'arrive à retirer de mes questions, de mes analyses, en fait, se confirme sur les écrans. Donc, se confirme au niveau des chiffres vraiment scientifiques. Donc, notre travail est très intéressant parce qu'on est en train de maintenant de développer quelque chose pour Edge où on arrive au bord du terrain finalement avec des appareils de mesure. Donc, on arrive à savoir l'état de concentration d'un joueur. Puis évidemment, moi, je me régale à perturber l'état dans lequel se trouve le joueur ou la joueuse, à créer des situations dans lesquelles il va pouvoir revivre des situations de frustration ou de match. Et puis à partir de là, on met sur stop et puis on dit au coach, eh, là, c'est bon, là, tu as 5 minutes pour travailler, il est dans l'état que tu as rêvé, dans lequel tu rêves de pouvoir travailler, vas-y, là, c'est bon, on l'a démonté. Au C'est niveau bien les deux cognitif, balles de match il y a 2 semaines. Hein? ouais, bah, tu vois, mais voilà, non, mais Au fin fond de la Croatie, là, à la frontière du Kosovo. Tu te souviens? T'avais plus une thune. tu sais, Tu sais, ouais, mais c'est exactement ce genre de choses finalement qu'on arrive à. Il y a plein de façons de reconstruire des situations comme ça. Et il faut toujours être conscient, par contre, ça reste artificiel. On n'est jamais dans une vraie situation de match. Mais on s'en rapproche. Et puis on voit qu'on s'en rapproche parce qu'on a aussi notre écran, on a nos petits ordinateurs à côté pour voir exactement dans quel état se trouve le joueur. On a en plus son feedback, puisqu'on n'est pas en plein match, qu'on a le droit de poser des questions. Mais on essaye de prendre vraiment soin aussi de garder les conditions les plus proches possibles d'un match. Bref, ce travail avec Francesco, et peut-être tu auras l'occasion, enfin, je souhaite pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment super intéressant ce qu'il fait. Et ça match super bien avec le mental. Donc, on est en train vraiment de développer un petit peu notre méthode. On expérimente beaucoup. Pour l'instant, on est très content de nos résultats. Donc, on continue. Et puis, c'est sûr qu'on va se planter aussi par moment. Mais je crois que c'est toute démarche aussi scientifique, elle passe par l'essai-erreur. Et en tout cas, nous, on se régale sur ce terrain, quoi. Je me suis peut-être un peu éloigné de ta Non, question de base. non. Et du coup, aujourd'hui, tu gères combien de joueurs, joueuses? Comment ça marche de l'intérieur? Bah, écoute, c'est un petit peu difficile à quantifier parce que avec Edge, moi, je m'occupe d'un certain nombre de joueurs qui sont signés déjà depuis quelques années. Donc, on fait un petit peu ce travail-là. Et puis, j'utilise pas la même façon de travailler avec certains joueurs qui en sont au niveau du scouting encore, du recrutement, ou alors ceux qui sont déjà engagés, déjà sur le tour depuis un moment. Donc, les joueurs qui le sont depuis un moment sur le tour, finalement, je leur propose un certain nombre de tests. Puis dans ces tests, mon objectif, c'est d'amener de la connaissance de soi, mais de la connaissance en fait de l'environnement, puis de tout ce qui compose cet environnement. Je vais te donner un exemple concret. La première partie de l'analyse, on va essayer de comprendre quelles sont les sources de motivation du joueur et de la joueuse. Puis ces sources de motivation, en fait, on voit que d'un joueur à l'autre, elles peuvent être très différentes. Il y a ceux qui vont se motiver parce que justement, ils savent qu'il y a des gens dans le public qui les regardent. Puis il y en a d'autres, c'est purement intrinsèque. C'est parce qu'ils ont cette satisfaction de réussir un coup difficile et c'est ce qui les motive. Donc on fait déjà une première évaluation par rapport à ça. Puis cette chose-là, en fait, on la donne au coach. Et moi, la première personne avec qui j'ai envie de parler, c'est le coach, pour avoir déjà son avis, pour qu'il me parle déjà du joueur. Puis après, on discute tous ensemble, une fois qu'on a l'accord du joueur, qu'il accepte qu'on sorte un petit peu de cette confidentialité. Quand on parle du mental, parfois, je promets la confidentialité pour une histoire de confiance aussi. Mais quand tout le monde accepte de partager, on arrive à une très bonne connaissance du joueur. Puis après, on parle de ce qu'on appelle les drivers ou les messages contraignants. Donc, en gros, hein, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on hérite depuis qu'on est tout petit, de la part, les messages de nos parents, de ceux qui contribuent à notre éducation. Je sais pas, sois parfait, sois fort, il faut jamais pleurer, dépêche-toi, tu es toujours en retard, mais tu pourrais faire un effort, ce genre de choses. Et puis, une fois qu'on a décelé ça, on commence à comprendre le joueur et puis on sait comment on doit s'adresser à lui pour qu'il puisse nous comprendre et nous entendre. Et puis dernière partie, et c'est là où on travaille beaucoup avec Francisco, c'est qu'est-ce qui déclenche en fait de l'anxiété chez un joueur, comment il vit son stress et sa pression. Et puis une fois qu'on connaît tout ça, on peut aller sur des choses un petit peu qui ont un lien direct finalement avec le mental dans le tennis, quoi. La combativité, la prise de risque, la motivation, enfin tout ce genre de choses, quoi.
Tu bosses avec combien de nationalités différentes là? C'est une très bonne question, mais parce que, enfin, je sais pas la réponse, hein, j'ai pas de chiffre exact, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a des personnes de tous les continents. Ouais. Après, au niveau de nationalité, je sais pas, c'est une bonne question. Faudrait que je me renseigne, mais il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, puisqu'on reçoit maintenant à Neuchâtel les fédérations. Puis là, on a Ok. des joueurs U12, U14. Puis là, ce que je fais avec eux, c'est un entretien d'une heure où j'amène plutôt des bases là, finalement du mental, quoi. Et je travaille beaucoup sur le mindset en leur expliquant ben, ces fameuses notions de stress, de pression, de frustration, pourquoi on tente d'y échapper, mais que c'est une quête perdue, on n'y échappera jamais. Et puis je leur donne deux, trois petits outils, quoi, deux, trois petits trucs pour pouvoir appréhender ça, quoi. Et dans les services Edge, ils ont le droit de te solliciter autant qu'ils veulent ou ça marche comment? Ouais, ils ont le droit de me solliciter. Et puis, moi, je suis vraiment toujours à disposition. Et puis, encore une fois, c'est du cas par cas, chacun est différent. Donc, j'essaye de répondre au mieux. Et puis, ouais, et puis quand je sais pas, des fois, on me pose des questions, j'en ai aucune idée. Et j'ai toujours la même réponse. Je me renseigne. Et peut-être que je trouverai pas, mais voilà, je ferai de mon mieux. Donc, Ça doit être dur de gagner la confiance de joueurs et joueuses que tu connais pas, qui sont pas de la même nationalité, qui parlent pas la même langue. Comment tu arrives à instaurer un climat comme ça? Est-ce que tu as des exemples avec certains où ça n'a pas du tout pris? Au contraire, d'autres où il y a quand même une belle relation slash des résultats concrets qui parlent, enfin, tu vois? Qu'est-ce que tu peux nous dire écoute, là-dessus? ouais, j'ai toujours des exemples, des contre-exemples, évidemment. Les personnes avec qui ça prend pas, en fait, il y a pratiquement personne avec qui ça prend pas, dans le sens où on a toujours un premier contact, on discute. Je me souviens bah, d'une personne, mais je ne vais pas trop citer de nom par rapport à ceux avec qui ça prend pas, entre guillemets, mais une Ouais, personne qui a passé tous les tests, je lui ai fait une analyse assez complète, puis après on en discute, puis elle me dit, mais t'es un magicien. Puis je dis, écoute, je suis pas un magicien, simplement, j'ai simplement interprété les réponses que tu m'as données. Je dis, mais tout est juste. Puis il n'y a pas de suite, en fait, après, avec cette joueuse-là. Mais par contre, on s'écrit de temps en temps quand il y a un match, quand il y a une victoire, félicitations. Puis il y a une très bonne relation qui s'est instaurée. Mais la réponse, elle est toute simple, c'est que certaines personnes ne considèrent pas encore avoir besoin de mes services. Et tant mieux, je dirais, tant mieux pour elles, tant mieux pour eux. Mais je pense aujourd'hui, en discutant avec j'ai discuté avec des personnes du top 20, on va dire ça comme ça, et ils sont un peu unanimes, quoi. Aujourd'hui, il y a peu de différence au niveau de la préparation physique. Donc, le physique a beaucoup évolué ces dernières années, toutes les personnes, en tout cas, avec qui j'ai discuté, donc c'est pas tous, peut-être que je fais une généralité hâtive, mais considèrent que le mental c'est là, peut-être, on a la plus grande marge aujourd'hui de progression, quoi. ok. Est-ce que tu sens des différences dans les nationalités? Ou tu vois, on a fait un documentaire en Allemagne avec Amina Anjba pour les Ouais. matchs par équipe, qui nous disait, bah nous, on a été élevés, je le sais, hein, à la dure, hein. D'ailleurs, elle m'a fait une première prise où elle m'a dit, moi, mes parents, ils étaient méga stricts, c'était chaud, j'ai eu des coachs stricts, mais stricts à la russe, quoi. Et elle m'a Mhm. dit, attends, on va faire une deuxième prise où je vais dire que c'était moins strict. Ouais. Et est-ce que tu Ouais. sens du coup différentes approches en fonction des personnalités? Et toi, comment tu fais avec ton discours à ce moment-là, quoi? Ouais, écoute, je suis peut-être plus au niveau des personnalités qu'au niveau des nationalités, mais évidemment, euh, je me souviens avoir eu une discussion aussi avec un Américain spécialisé dans la préparation mentale qui essaie de me convertir à ses méthodes. Et puis, moi, je lui donnais une réponse plutôt bouddhiste. Finalement, je suis très content que tu aies trouvé ta propre voie, mais moi, j'ai aussi mes convictions et je suis pas persuadé que ta méthode à l'américaine fonctionne aussi bien avec des Chinois ou des Russes. Enfin, voilà. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis là, mais pour des raisons toutes simples, quoi. Il prenait finalement énormément de méditation, ce genre de choses, mais c'est pas, la méditation, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui est accepté ou qui est compris par tout le monde et par toutes les nationalités. Donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que bah, je me présente déjà comme je suis, en fait, pratiquement sans filtre, quoi, et en disant que je suis à disposition en fonction de leurs besoins. Donc, j'arrive pas en leur disant tu as besoin de moi, j'arrive plutôt en leur disant je suis disponible, est-ce que tu as un besoin en particulier? Donc, le fait déjà d'expliquer à cette personne que ses besoins sont pas les mêmes que tous les autres, et puis que je m'intéresse vraiment à elle, et que j'arrive pas avec une méthode super établie en disant, bah écoute, t'es comme tout le monde, c'est comme si, c'est comme ça que tu dois faire. Je pense que ça ouvre déjà pas mal de portes. Et puis Ok. après, bah, j'ai des petites astuces, j'ai quelques anecdotes assez sympas aussi que je pourrais te raconter sur Bah peut-être non, des vas-y. Vas-y. bah écoute, je me souviens je peux parler de cette nationalité-là, je me permets, puisque c'est une joueuse suisse, mais qui, là aussi je vais taire le nom, mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Elle a 17 ans, elle vient à Roland-Garros, elle accompagne une autre joueuse pour essayer de comprendre un petit peu comment se passe ce tournoi-là, vivre un petit peu l'énergie très particulière de Paris. Et puis, à un moment donné, son coach, il me dit, écoute, si tu as une heure devant toi, elle aimerait bien faire un peu de préparation physique avec toi, puis si tu peux rajouter un peu de mental. Et puis,
Du coup, je lui demande, elle a 17 ans, et je lui pose la question. Je lui dis, bah, écoute, on va aller 1 heure à la salle de sport, et puis on va travailler un petit peu le mental et le physique aussi. Mais on va faire des choses que tu connais parce que j'ai pas envie de t'amener de la nouveauté. Du coup, je la mets sur un vélo. Puis je lui dis, mais tu fais beaucoup de vélo? Dans tes entraînements, puis tu vois, ouais, je fais ça souvent, puis on fait des séries, on fait des intervalles, on fait tout ça. Puis moi, je l'écoute, je trouve ça super intéressant. Après, je lui pose une question, je dis, mais c'est quoi qui te motive? Pourquoi tu vas sur ce vélo? Enfin, franchement, autant aller sur la route. Enfin, pourquoi tu fais ça déjà? C'était un petit peu plus compliqué pour elle de me répondre, de me donner déjà du sens. Pourquoi elle faisait ça? Elle appliquait, tout simplement, elle appliquait ce qu'on lui disait de faire. Et je sais que c'est quelqu'un qui était très actif sur Instagram avec des magnifiques poses, tu vois. Et du coup, je lui pose la question, je dis, OK, maintenant, voilà, entre nous, vraiment, et pourquoi tu vas sur ce vélo, quoi? Puis elle me dit, parce que ça me fera un beau cul, quoi. Voilà. Elle me répond comme ça, quoi. Je dis, bah, Elle est parfait. honnête. Elle est Et honnête. c'est très honnête. Je dis, bah, tu sais quoi? On vient de donner du sens, donc maintenant, l'entraînement aura du sens. Et je lui dis, je me dis, bah, on va partir dans du classique. Donc, je lui fais faire ces petits intervalles. Je dis, ça va? Il me dit, ouais, facile, j'ai l'habitude. Puis je dis, bah, voilà, c'est là où la préparation mentale intervient. Et je me souviens qu'il y avait Muguruza qui était assise 3 mètres plus loin avec son sac de sport et je vais vers elle. Et je lui demande si je peux juste déplacer son sac de sport qui était ouvert avec toutes ses affaires à l'intérieur. Et elle sourit et je lui explique. Je lui dis non, c'est juste on est en train de faire une préparation mentale. Et je prends le sac, je le mets au pied du vélo. Et puis la joueuse qui pédale, je lui dis tu as vu qui était derrière toi? Puis évidemment qu'elle la reconnaît. Et je prends une bouteille d'eau, remplie vraiment au maximum et j'ouvre le bouchon. Et je lui donne la bouteille d'eau dans une main et je lui dis maintenant on va continuer les séries. Si tu renverses une goutte, c'est dans le sac. Je crois qu'elle était numéro 3 mondial à l'époque. Tu vas. Et là, elle ne savait plus faire du vélo. C'était super intéressant parce que tout d'un coup, ce qu'elle avait l'habitude de faire, on rajoute une petite composante, un petit peu stress, et puis là, elle a commencé à devenir essoufflée, les pulsations ont évidemment monté. Et puis voilà, ça m'a ouvert pas mal de portes après pour la suite, pour lui montrer en fait qu'on peut être très très fort à l'entraînement. Et puis quand on se retrouve en match, dans certaines situations, ben, ce qu'on avait l'habitude de faire et de maîtriser, tout d'un coup, ça devient un peu plus compliqué. Et puis ce message-là, pour moi, c'est celui que j'ai le plus entendu pour l'instant dans le tennis. C'est ouais, mais je cartonne aux entraînements, je suis vraiment fort. Et puis je suis tellement frustré au match, j'arrive pas à reproduire ça. Ouais. Et puis, dernièrement, j'ai découvert quelque chose. Je suis en train d'explorer un petit peu cette thématique-là. Et tout d'un coup, j'ai discuté avec un entraîneur et j'insiste sur ce terme-là. Parce qu'en fait, un entraîneur, quand il donne son entraînement, c'est un entraîneur. Et quand il est Ouais. au match, c'est un coach. Par Ouais. contre, un joueur, quand il est à l'entraînement, c'est un joueur. Et quand il est au match, c'est un joueur toujours. Ouais. Donc, il y a déjà rien que dans la façon d'appeler les personnes, dans la façon de nommer le rôle, on a déjà un problème dans le tennis. Il faudrait presque trouver un nom un petit peu différent. Je sais pas, peut-être que tu es un performeur le jour de tes matchs, mais que tu es un joueur le jour de tes entraînements. Je suis en train de réfléchir à cette question parce que pour moi, il y a quelque chose qui se cache là derrière. C'est marrant parce que t'as vraiment, toi, t'as peur de rien. T'as peur de rien. Et personne, entre guillemets, Muguruza, si ça avait été Rafa, tu serais allé demander son sac, alors que bon, tu peux te dire, ah, je sais pas si j'y vais, quoi. Tu sais, ça, c'est ma naïveté, puis c'est le fait de pas avoir baigné dans le tennis. Ouais. Et je l'ai senti tout de suite, mon premier Roland Garros, et c'était vraiment, et je m'en excuse encore, mais c'était pas du tout une volonté de provoquer de ma part, mais je suis arrivé avec un pantalon ASICS, avec un polo Adidas, avec une casquette. Non, je me souviens, j'avais un t-shirt Quicksilver. Ah, tu voulais faire la promo à tout le monde, quoi. Mais tu vois, mais en fait, j'en avais aucune idée de tout ça. Et j'ai vu qu'on me regardait un petit peu bizarrement. J'ai assez vite compris. J'ai mis du temps à comprendre les codes. Et pour moi, cet exemple avec Muguruza, c'était dans mes codes à moi, finalement, euh, bah, être vrai, être entier. Pour moi, c'est une base quand même qui est très importante, quoi. Mm. Et j'y suis allé effectivement peut-être très naïvement. Je sais pas si aujourd'hui j'oserais. Maintenant que je baigne depuis plus longtemps dans ce monde-là, j'essaierai toujours d'oser. Mais toi, c'est pour répondre un petit peu à ce que tu viens de dire que j'ai peur de rien. C'est pas tout à fait vrai. J'aurais peut-être peur maintenant, quoi. Ok. Et dans ton rôle de médiateur, est-ce que tu as des grandes patterns dont tu te rends compte quand tu vas creuser auprès des coachs? J'ai suivi le club de Boulogne-sur-Mer l'année dernière. Un préparateur mental s'est mis à bosser avec un ou deux joueurs de l'équipe, qui est pas vraiment un préparateur mental. Enfin bref, quelqu'un qui est passionné par le mental, on va dire, qui s'est aussi entretenu. Si, un préparateur mental, pardon, je bug. Bon, c'est comme moi, quoi, passionné par le mental. Ah ouais, non, 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 quelqu'un, ouais, t'es passionné, mais après, t'es qualifié plus ou moins, quoi, tu vois. T'as les diplômes ou quoi, bah là, pour le coup, oui, c'est quelqu'un dont c'est le métier, qui nous faisait des feedbacks en disant, ouais, voilà, je suis allé bosser avec les coachs également, et j'ai noté vraiment des trucs un peu aberrants auprès des coachs. Je peux pas citer comme ça, mais est-ce que toi, t'as des grandes lignes que tu peux nous ressortir qui bloquent parfois la progression du joueur ou qui, au contraire, expliquent pourquoi le joueur est si bien avancé, tout ça? Qu'est-ce que tu analyses dans l'entourage, peut-être le plus proche, on va dire,
avec le coach qui est même encore plus proche que les parents parce qu'il voyage 45 semaines par an avec le joueur ou la joueuse. Ouais, mais c'est la question, elle est fondamentale aussi, parce que pour moi, c'est peut-être là-dessus que que je mets le plus d'énergie. Ayant eu la casquette du coach finalement avec Connie Perrin, à me retrouver seul avec elle sur un certain nombre de tournois, euh, bah, j'ai compris que le coach finalement, il y a toutes les parts d'ombre, il y a les parts de lumière aussi. Les parts de lumière, c'est souvent d'ailleurs quand son joueur perd. Quand son joueur gagne, en général, bah voilà, enfin, tous les projecteurs sont sur le joueur. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai observé, hein. Là, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais première question que j'ai posée quand je suis arrivé chez Edge, quand j'ai rencontré des joueurs et leurs coachs, en fait, j'ai écouté un petit peu la présentation de l'environnement, du projet. Et une des premières questions que j'ai posées, je l'ai adressée au coach. Je lui ai dit, toi, comment ça va? Et certains ont presque une larme, en fait, qui ont coulé parce que jamais on leur pose cette question. Et j'ai toujours expliqué derrière, mais pour moi, si le coach ne va pas bien, si le coach souffre, ça va être plus difficile aussi pour lui de transmettre son message. Et quand on parle de confiance, pour moi, un joueur qui n'a pas pleinement confiance en son coach, le travail ne peut pas se faire pleinement. Donc c'est super important. Et ça, c'est au niveau de la médiation, pour reprendre ta question, c'est comprendre comment fonctionne la relation finalement entre deux personnes pour pouvoir aussi identifier les zones où la communication passe pas comme elle devrait passer, comme en tout cas celui qui la produit, celui qui la génère aurait envie qu'elle passe. Et du coup, m'intéresser aux deux personnes et je donne autant d'importance au coach qu'au joueur. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer. Ça dépend des moments, bien évidemment. Mais pour moi, c'est super important de comprendre. Je parlais avant des analyses que je fais pour comprendre le fonctionnement du joueur, comment est-ce qu'il a appris à réagir depuis qu'il était tout petit. Ben, j'essaie aussi avec le coach de repérer les moments où il est super ouvert à l'échange, au partage, puis les moments où sa parole pourrait être remise en doute par le joueur ou par quelqu'un d'autre. Je regarde ses réactions. Et ça donne beaucoup d'indicateurs en fait sur sa confiance à lui. Et un coach qui a confiance en lui est capable d'écouter et d'entendre que son joueur n'est pas d'accord avec lui. Mm. Et pour moi, un joueur qui n'est pas d'accord avec son coach devrait pouvoir le lui dire. Ça doit être sous la bannière du respect, bien évidemment. Le débat, pour moi, il est productif. Quand c'est sans arrêt du débat, là, on est dans quelque chose qui est pour moi un peu pathologique au niveau de la communication. Mm. Mais cette relation finalement, le fluide de la communication puisse passer, puisse s'écouler d'un côté comme de l'autre, c'est absolument essentiel. Et ça, c'est évidemment dans ma formation de médiateur que j'ai pu développer ces qualités-là. Ouais. Est-ce que tu dirais que de base, tu as une forme d'empathie un peu supérieure à la moyenne ou pas? Parce que j'imagine un coach qui te dit ouais, ça va pas, là, j'ai perdu ma grand-mère la semaine dernière, et puis machin, et puis truc, et qui te met un tunnel pendant 1 heure et demie. Hmm. Ah là, mais je sais pas comment tu fais. Moi, je me dirais, mais mec, je suis désolé, je m'en fous en fait. Et En toi, fait, t'as ouais. l'air méga patient, méga poli, méga attentif. Est-ce que tu dirais du coup que pour faire ce métier, il faut des qualités d'empathie très très profondes et de patience que tu as? Comment tu te situes? Je me fais aider, Max, pour être un tout petit peu moins empathique. En fait, même Pour en l'être moins, psychologie. parce que tu l'es trop? Bah, écoute, en psychologie, en fait, je me suis situé peut-être un peu plus proche du terme de sympathique, d'empathie, dans la définition, en fait, en psychologie. Là, encore une fois, je caricature un peu, mais la sympathie, c'est quand on ressent, je prends ton exemple, tu donnais, ma grand-mère est décédée, etc. La Alors sympathie. oui, je veux pas dire je m'en fous, hein, mais je suis Non, non, désolé, non, je suis pas là. Enfin, tu vois, je veux pas faire comme si j'avais pas de cœur auprès des auditeurs, loin de là. Puis non, j'adore non, mais absolument. les histoires de mes invités et tout. Et c'est juste que faut accepter de prendre, de recevoir un peu parfois Alors, justement, ouais. le mal-être de l'autre, quoi. Non, mais c'est parfaitement compréhensible ce que tu dis. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette sympathie, finalement, c'est quand on t'explique ça, que sa grand-mère est décédée, c'est que tu souffres avec. C'est que Mm, tu ressens finalement sa tristesse. mm, Et puis l'empathie, c'est que tu es capable de déceler qu'il est triste, mais tu souffres pas avec lui. mm, Et puis cette empathie, elle est vraiment nécessaire, je pense, dans ce métier-là. Et puis parfois, bah, évidemment, je dois interrompre la conversation pour dire, écoute, je parlais avant de mes limites. Je constate évidemment que c'est très compliqué pour toi. Je te propose juste peut-être qu'on reporte cette discussion et puis peut-être que tu trouves quelqu'un qui pourra t'aider à traverser le drame que tu vis. Et puis quand tu es prêt, peut-être qu'on se revoit. Tu vois, j'essaie de dévier un petit peu le truc pour mm. que je reste quand même dans mes cases. Mais oui, évidemment, ouais, je suis quelqu'un de très, très empathique, quoi. Et patient aussi, évidemment. Bon alors, pour aller sur j'ai des questions sur la prépa mentale, mais de manière un peu plus large, au sens un peu plus large. Tout à l'heure, tu nous parlais de la fameuse baguette magique où on disait, voilà, il faut être heureux, il faut être relâché, il faut arrêter d'avoir peur de gagner, il faut être confiant. Est-ce que déjà, si tu avais un ou deux ingrédients pour gagner en relâchement entre l'entraînement et le match, tu dirais qu'il faut faire quoi?
Bon, c'est une question vaste, c'est un peu difficile de donner des trucs, mais je vais répondre avec des exemples assez concrets. Principal problème que je peux constater, c'est, encore une fois, on est très attaché, la plupart des joueurs sont très attachés à ces notions gagner ou perdre. C'est-à-dire que durant le match, ils se situent par rapport au score qu'ils ont sous les yeux et ils sont toujours en train de se situer et puis finalement de juger leur performance. Et le premier truc, c'est de comprendre que c'est pas interdit de parler de gagner ou perdre, mais on doit le mettre dans une case bien précise. Et cette case-là, c'est que ça doit absolument être la conséquence de quelque chose. Et puis, j'ai aussi pour moi, hein, c'est plus facile d'atteindre un objectif que de définir le bon objectif. Et c'est là où il y a toute la difficulté. Donc, quand on dit gagner ou perdre, qu'on est ben voilà, je me compare, j'ai fait un super entraînement, j'avais un niveau incroyable, et puis je me retrouve au match, puis finalement, j'arrive pas à reproduire ce que j'ai fait. Et en fait, quand on dit j'arrive pas à reproduire ce que j'ai fait, c'est qu'on est tout le temps en train de dire j'arrive pas à reproduire parce que je suis en train de perdre finalement, alors que je devais gagner ce match. Et puis l'idée à ce moment-là, ben, avant le match déjà, c'est de comprendre que si aujourd'hui j'ai ce mindset-là, moi j'encourage à avoir deux objectifs finalement. Un objectif mindset, et puis un Ouais. objectif peut-être tactique, quoi. Un plan A, plan B, plan C, même dans l'idéal, quoi. Et c'est ça en fait, c'est amener sa concentration et son focus sur quelque chose en particulier, un objectif particulier, dont la conséquence sera de gagner. Mm. Donc, on n'est pas directement fixé sur gagner, mais sur autre chose. Et puis, comment on peut travailler ça? En fait, tout le monde peut le faire chez soi. Alors, moi, j'ai la chance de vivre au bord d'un lac, à Neuchâtel. Nous aussi, on est tout près d'un lac. Les joueurs qui travaillent avec moi, ils savent qu'ils vont tous y passer. On attend l'hiver encore pour aller dans le lac. Mais en fait, c'est pour expliquer quelque chose de fondamental dans le tennis. La frustration, le stress, la pression, la sensation de jouer moins bien qu'à l'entraînement, c'est quelque chose de très fréquent. Et je connais aucun joueur qui n'a jamais ressenti ça. Donc, on peut partir de ce principe de base, ce précepte de base, quand tu vas aller jouer ton match. Ça va arriver. Mm. Et certains, j'ai entendu certains préparateurs mentaux tout faire pour désactiver ce genre de choses dans la tête de leurs joueurs. Je dis pas que c'est juste ou faux, j'ai pas ce jugement là-dessus. Je dis que je travaille pas comme ça. Ma façon de travailler, c'est déjà d'accepter ces émotions, d'accepter ce qui traverse notre corps. On est des êtres humains. Et c'est une qualité, en fait. Pour la plupart des êtres humains, on a cette qualité de vivre et de sentir des émotions. Donc, premièrement, typiquement, je te donne un exemple. La balle, elle va dans le filet ou la balle, elle est juste dehors. Bah, on a deux façons de prendre les choses, quoi. Soit on reste focalisé sur le filet ou la balle qui est dans le couloir, ou alors on se focalise sur son intention. Mm. Et puis le fait de se focaliser sur son intention, ça a quelque chose de très positif dans le cerveau. Là, je ne vais pas entrer dans quelque chose qui est trop technique. Donc, je vais revenir à cet exemple du lac froid. Vous allez aller dans un lac, vous savez par avance que ça va être froid. Vous allez aller jouer un match de tennis, vous savez par avance qu'il y a la frustration. Si vous restez focalisé sur le froid, l'expérience, certainement, elle aura certainement comme conséquence un échec. C'est qu'on n'arrivera pas à s'immerger totalement, on va devoir ressortir, ce sera trop douloureux, trop dérangeant. Si vous restez focalisé sur la frustration, Mhm. les jeux vont défiler, vous risquez de perdre. Donc ça existe, on y va, on accepte le froid, mais on focalise sur autre chose. Alors Mm. quand on a la chance d'avoir un rayon de soleil, c'est super intéressant parce qu'on peut amener finalement l'attention sur un rayon de soleil, ce qui n'enlève rien au froid. Le froid est toujours là, mais on l'a accepté. Même chose avec la frustration, on sait quand elle arrive, donc il faut la reconnaître. Ouais. Donc plutôt que de s'arrêter sur le geste qui a fait que la balle était dans le filet ou out, on constate juste, ok, je suis frustré en fait. C'est parce que mon intention, elle était bonne, mais là, ça a loupé, je suis frustré. Mais on essaie de raccourcir le temps, hein. Allez, Mm. 10 secondes si possible. Mais après, on se remet dedans pour le point suivant. C'est du passé, dans tous les cas. Très intéressant. T'as dit un truc qui m'a alerté tout à l'heure, alarmé, interpellé. Ouais, T'as dit c'est- certains joueurs ou joueuses de chez Edge n'émettent pas le besoin ni l'envie de faire de la prépa mentale avec moi, et tant mieux pour eux. Et ma question d'après, c'était pourquoi faire de la prépa mentale? Et je pense qu'il y a plus d'une raison pourquoi en faire. Et je comprends pas pourquoi tu dis tant mieux, ils veulent pas en faire, alors que si on part du principe que c'est cheminer vers de la connaissance de soi, apprendre à mieux déceler ses émotions et les gérer et tout ce qu'on veut, donc c'est peut-être grandir, apprendre, se dépasser. Pourquoi est-ce que tu dis ils veulent pas en faire et tant mieux? J'ai pas compris. ouais. Euh, Tout simplement parce que je pense qu'il y a des étapes dans la vie d'un joueur de tennis où, en fait, moi, c'est un respect pour tout le travail qui a été effectué. C'est-à-dire que moi, j'ai parfois le sentiment, tu sais, de débarquer dans une équipe comme ça qui peut bien fonctionner. Et je pense que le travail mental peut avoir des effets extrêmement positifs, mais parfois, suivant la façon dont il est mené, dans le résultat immédiat, Ouais. ça peut pas être bon. Je me souviens, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais un seul besoin, c'est que j'avais besoin qu'à la fin d'une heure ou de 2 heures sur le cours, on ressorte avec le sourire.
Aujourd'hui, c'est très rare qu'on ressorte avec le sourire quand je vais sur le cours avec un joueur pour travailler le mental. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté, et c'est vraiment dans mon discours, et je l'ai vraiment dit, ça va piquer un peu, ça va faire un petit peu mal, on va se mettre dans cette zone d'inconfort pour apprendre quelque chose. Et certains joueurs, le momentum n'est pas idéal. Donc, ceux qui ressentent pas aujourd'hui ce besoin de travailler mentalement, quand je dis tant mieux pour eux, c'est que je considère qu'ils sont plutôt dans une période tennistique qui est favorable. Et j'ai pas forcément envie de toucher ça. Ça m'arrive encore dernièrement, une joueuse qui est en train de faire des super résultats, et puis on a demandé, autant elle que le coach a demandé de travailler avec moi, donc je fais un travail, mais je fais un travail où je sais que la conséquence ne va pas trop changer l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et c'est ce que je leur ai dit, ils étaient intéressés à ce qu'on aille un petit peu plus vite, un peu plus loin, mais c'est pas le moment pour moi. Mettons des bases solides, mettons vraiment des bases solides, et puis on regarde ce qui se passe, et quand ce sera vraiment nécessaire d'aller un petit peu plus loin, on ira un petit peu plus loin. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre, et j'insiste là-dessus, on travaille en équipe chez Edge. Vraiment, on travaille en équipe, on fait marcher l'intelligence collective. Et moi, je me permets pas, j'ai pas envie de débarquer dans un projet, d'arriver avec toute la fanfare, on va toucher ça, ça et ça, et de provoquer aussi un déséquilibre. Encore une fois, c'est un système global, et que ça soit finalement de la prépa physique, de la stat, un travail technique ou le mental, on doit arriver dans cette fanfare en s'accordant un petit peu aux notes des autres pour que la mélodie soit belle. Alors, on est dans de la poésie là, Max. Ouais. Et comme cette fille dont tu parles avait de bons résultats et qu'a priori elle est dans une spirale plutôt positive en termes de confiance, qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas senti? Mais j'avais pas du tout envie de toucher à son mindset dans un premier temps, et puis je suis pas pressé en fait. C'est-à-dire que je crée une relation, je crée la relation justement sur laquelle se base tout le travail mental avec elle. Je crée cette relation de confiance avec son entourage aussi, avec le coach, et je sais, j'ai déjà pu finalement un peu évaluer les besoins par rapport au travail mental, et je sais qu'il se fera. Mais une fois de plus, j'ai pas du tout l'intention ni l'envie de brûler les étapes, parce que je pense qu'on peut aussi parfois faire plus de mal que de bien. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, n'hésite pas à garder de la poésie, ça c'est un plaisir. Merci. Ouais, Pourquoi faire de la préparation mentale au final? Et selon toi, quel est le but ultime de la préparation mentale? tu l'as dit avant, hein, pour moi, déjà, tu sais, c'est compliqué en fait de dire qu'est-ce qui est préparation mentale, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais donner un exemple. Je pense qu'il m'en voudra pas. Notre ami Fabrice Baron, on revient toujours à lui, quoi. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, mais il n'est pas forcément prêt à en faire. Et puis c'est d'ailleurs des discussions qui le fatiguent beaucoup et assez rapidement. Donc il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont peut-être plus vite fatiguées que d'autres par ce genre de thématique, mais qui en font beaucoup. Fabrice, j'ai déjà discuté avec lui. Pour moi, il est très bon mentalement. Pas comme joueur, il m'en voudra pas, mais dans la façon dont il accompagne les autres, il a quand même beaucoup de qualités. Il a quand même abandonné contre moi à comme 7-5 au super tie-break à Kooyong, tu sais, sur Ouais, gazon à l'Open d'Australie. Il a abandonné le gars sur un ouais, super tie à ouais. 7. Donc, si, Mentalement, c'était une vraie prouesse. Mais après, il s'est écouté, il sentait qu'il était au bord du malaise. Pourquoi pas? ouais, bon, s'il est allé jusque-là, c'est qu'il était dans un grand jour. Et ça, Peut-être c'est j'ai noté. c'est vraiment très bien, quoi. Non, non, mais voilà, mais là, tu sais, la préparation mentale, moi, je pense il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui en font. Dans le discours aussi, j'entends parfois les coachs parler à leurs joueurs. C'est déjà pour moi une forme de préparation mentale. Et puis moi, c'est vrai que c'est cette histoire, encore une fois, cette histoire de mindset. Et puis pour moi, c'est un travail de tous les jours. Et c'est pas seulement quand on est au tennis. C'est vraiment, ça se fait à tous les moments. On me demande souvent, c'est quoi la clé? Bah, tu me diras, c'est un peu facile, c'est un petit peu bateau comme réponse. Je dis, la clé, c'est donne le meilleur de toi-même. Bon, ok, on s'attendait à un truc un petit peu fou comme réponse. Mais si tu analyses vraiment ce que ça veut dire, donne le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, bah, tu es déjà en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, de ton cœur, de tes idées. Donc tu es déjà en adéquation finalement avec tes valeurs. Et c'est pour ça que pour moi la préparation mentale elle est importante. C'est pour se connaître. J'ai toujours dit le tennis c'est hyper bien, hein. J'aime beaucoup le tennis. Mais il y a toute la vie qui est autour en fait. Il y a vraiment toute la vie qui a beaucoup d'importance. Il y a la famille. Enfin, chacun met son importance où il veut. Mais pour moi c'est vraiment une question globale. La préparation mentale elle doit s'insérer dans beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une personne qui en fait et qui en fait pas de la prépa mentale? Bah, je pense pour moi, la préparation mentale diminue un certain nombre d'inconnus. Et le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître toutes les composantes en fait qui font qu'on ressent un certain nombre d'émotions, on les connaîtra jamais toutes, mais d'apprendre un maximum de ces choses-là permet de diminuer l'inconnu. L'inconnu, si tu veux, pour moi, c'est un petit peu comme, bah, tu vois, le stress, la pression, la frustration, c'est ce genre d'émotions, elles te prennent à la gorge ou au ventre, et ça prévient pas, hein. Ça cherche à t'enfermer.
Et dans le travail que je fais avec les joueurs, très souvent, j'essaie de leur donner des outils pour apprendre justement à se libérer de ce genre de choses, c'est-à-dire à prendre de l'espace avec le corps, avec l'esprit, avec ce que tu veux, hein, sans rentrer trop dans les détails. Donc, une des choses que je leur demande quand ils mettent le pied sur un terrain, c'est d'utiliser leur sens pour essayer d'enlever la plus grande part d'inconnu possible, de regarder, d'entendre, éventuellement de sentir, de vraiment rentrer dans cet environnement. Je leur donne un exemple assez concret. Max, je t'enferme dans ta chambre maintenant et je te dis concentre-toi. Ah, très bien, mais il manque une partie en fait dans ma phrase, parce que ça va être un petit peu compliqué. Cet exemple, j'arrive pas à citer la source, je l'ai entendu une fois, mais il m'a beaucoup parlé, mais il vient pas de moi, comme ça les choses sont claires. Je te renferme dans ta chambre, Max, et je te dis concentre-toi, mais je te balance un serpent ultra agressif, ultra venimeux dans la chambre. Là, tu vas comprendre déjà un petit peu plus sur quoi tu vas devoir te concentrer. Et très souvent, c'est pour ça que je parlais avant, je disais, c'est plus facile pour moi d'atteindre un objectif que de définir le bon objectif. Quand tu mets le pied sur un terrain, c'est super important de savoir ce que tu vas y faire. Et tu m'as demandé, alors, quand on s'est écrit un petit message avant ce podcast, de parler de certains de mes faits, aussi certaines choses donc je te coupe peut-être un peu l'herbe sous les pieds, mais ça fait une bonne transition. Je me souviens d'un état dans lequel je me suis retrouvé à Roland-Garros pour un deuxième match de qualif avec Connie. J'étais tellement excité, j'ai tellement envie qu'elle gagne, j'étais ultra nerveux. On parlait d'empathie avant, qu'avant le match, j'étais comme quand je rentrais pour des combats, quand je faisais des arts martiaux. J'étais en mode pitbull. Vraiment, t'avais vraiment ça dans les yeux et tout. Mais j'ai pas pensé à ce moment-là que je commettais une immense erreur. Mm. Parce que Roland Garros a déjà une énergie particulière, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et du coup, j'ai transmis ça à ma joueuse sans que je le veuille, en fait. Elle a vu cet état combatif dans lequel j'étais, qui correspondait à mon état d'esprit, mais qui n'était pas celui qu'elle devait avoir sur le terrain. Et là, c'est pour moi une grande erreur quand on parle de travail mental aussi, c'est de toujours trouver la zone dans laquelle on peut rester et celle où on doit surtout pas mettre les pieds. Et en tant que coach, c'est pas seulement valable pour les préparateurs mentaux, mais en tant enfin, toute personne qui accompagne un joueur sur le terrain doit essayer, si on attend du joueur qu'il soit calme, doit essayer d'abord de montrer que lui-même est calme. C'est parfois un jeu d'acteur, Mm. mais c'est super intéressant à faire une fois qu'on a compris ça, quoi. À un moment, tu as dit que aujourd'hui, quand on bossait mentalement avec toi, ça allait piquer. Qu'est-ce qui a changé dans ton approche avant la trentaine où il fallait ressortir du cours avec le sourire et aujourd'hui pas nécessairement? Et deuxième étape, c'est pourquoi est-ce que le travail mental doit nécessairement piquer si on recherche, j'en sais rien, la joie, le plaisir, le bonheur dans sa vie? Pourquoi est-ce que selon toi, faut passer par des moments où ça pique? Ouais. Non, mais c'est encore une fois la question, elle est parfaite dans ce contexte du travail mental. À 30 ans, la différence entre 30 ans et maintenant, que quelques années se sont passées, T'as euh, combien là? j'ai 43. Quel homme, quelle jeunesse. C'est beau. Je prends, merci beaucoup, merci. Ça me touche. Bah, tu vois, ce genre de remarque, j'en avais besoin à 30 ans, en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de cette reconnaissance. Ouais. Comme on dit, j'ai passé un super moment sur le cours avec toi, j'ai appris quelque chose, ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'arrive clairement à me passer de ça parce que je sais aussi ce que je vais chercher sur le Mm. terrain et ce que je vais faire. Euh, et effectivement, tu l'as très bien dit, ça ne doit pas nécessairement piquer. En l'occurrence, quand je dis que ce travail, quand je vais sur le terrain et que j'essaie d'intégrer un entraînement traditionnel, j'essaie d'intégrer des parties mentales, souvent on se met d'accord avec le coach, je dis, fais comme si j'existe pas. Mais le coach me dit, oui, mais on communique. Et puis petit à petit, je vais vers lui discrètement, je dis, toi, cet exercice que tu as l'habitude de faire, tu rajoutes juste ça. Et tu rentres dans cette composante-là. Et on va déstabiliser le joueur avec l'exercice qu'il a l'habitude de faire. On va rajouter une petite composante et bim, on le fait exploser. Et pourquoi le faire exploser? Parce qu'en fait, le plus gros travail, encore une fois, c'est de toujours accepter cette frustration, d'accepter notre propre jugement. Mon niveau de jeu n'est pas à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Je ne vais pas gagner le match comme ça. Et ça, c'est désagréable. Ça, c'est quelque chose qui pique. Quand ça t'arrive pendant un match, c'est quelque chose qui pique. Donc, j'essaie de reproduire ça déjà dans l'entraînement. Et ça revient à ce que je disais avant. Pour moi, la zone de confort, elle ne permet pas cette progression. Il faut en sortir, il faut aller créer du déséquilibre, créer de l'inconfort. Mais évidemment, par contre, c'est comme, tu sais, c'est comme avec, j'ai une fille extraordinaire. Elle a un petit peu plus de 3 ans et demi. Et d'ailleurs, je parle de ma fille, mais je le fais avec mes élèves aussi. C'est devenu très, très rare. Mais de temps en temps, je dois un petit peu me fâcher. Mais c'est vraiment devenu très rare. Spécialement avec mes élèves, avec ma fille, on est en plein apprentissage, mais autant pour elle pour moi. Mais avec mes élèves, en fait, je termine toujours, une fois que le message est passé, que je n'étais pas content, je termine toujours systématiquement par un sourire et par quelque chose de positif, avec un encouragement. C'est super important. Donc, on sort du cours après un entraînement de tennis où ça a été difficile. Mais 10 minutes après, on se tape dans la main et puis on dit, voilà, aujourd'hui, tu as appris ça. Et j'envoie toujours un petit rapport à la fin des entraînements avec, encore une fois, des encouragements pour expliquer ce qu'on a travaillé et pour donner du sens, pour expliquer pourquoi on a fait ça. Ça, transition parfaite avec ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu préfères toi dans le fait d'être coach?
slash prépa mentale, accompagnateur, médiateur, facilitateur, négociateur, Ouais. agriculteur. C'est vrai, ouais. Non, mais écoute, moi, c'est les relations humaines. En fait, c'est passionnant. Il y a beaucoup de psychologie comportementale dans tout ça. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne. Comment on arrive, l'exemple que je donnais avant avec Connie, comment on arrive à mettre quelqu'un à mettre quelqu'un dans une haie finalement sans parler, sans intervenir avec. En fait, ces relations humaines, ce côté social, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'anime. C'est un petit peu d'ailleurs le sens que j'ai trouvé à ma vie. Imagine un magnifique paysage et des personnes qui rêvent de solitude pour le regarder. Ah, j'aime bien la solitude, hein, mais quelque chose qui me touche, qui a beaucoup d'émotions, j'adore le partager aussi. Et pour moi, il y a beaucoup d'émotions dans ce travail-là, et ce qui en fait plus une passion qu'un travail d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes fortes ou faibles mentalement dès la naissance, sans avoir bossé préalablement? Tu sais, je serais prétentieux de répondre à cette question par, je sais pas, par un oui. En fait, je sais pas. Moi, on a ces discussions, hein. Regarde, on fait du scouting pour des joueurs et puis en fait, je te donne un exemple. Tu as deux joueurs, tu en as un qui fait du travail mental. Ils ont les deux 14 ans, un qui fait du travail mental depuis toujours, qui maîtrise bien les bases, qui a une très bonne gestion de ses émotions. Allez, il gagne en 2-7. Je te donne un exemple, hein, 6-4, 7-6, voilà. Contre un autre de 14 ans qui a lancé trois fois sa raquette, qui a jamais fait de travail mental. Tu fais du scouting, tu prends qui? Si tu dois en prendre qu'un des deux. C'est compliqué en fait. Tu es tenté de prendre celui qui a déjà toutes ses bases. Moi je me dis à 14 ans, il a encore fait zéro travail. Bon, ça peut être hyper cool parce qu'il le tient quand même déjà en fait. Il le tient déjà dans le jeu sans aucun travail. Et vu que je crois quand même en ma discipline, bah, je pense qu'avec un bon travail, il pourra lui mettre ses 2 sets assez rapidement. Mais encore une fois, c'est purement philosophique comme réponse. Donc je sais pas, Max, je sais pas du tout si quelqu'un. Moi je crois vraiment beaucoup au travail. J'ai une grande foi en l'être humain, mais simplement chaque être humain, il est vêtu de sa propre histoire. Hmm. Puis il y a certaines histoires, certaines choses qui m'échappent totalement. Il y a énormément d'injustice et pour moi, ça a un impact, ça a une influence sur ta façon de devenir ouais, un grand joueur ou pas, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être fort ou faible mentalement? Hmm. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Mais être fort mentalement, je vais te donner ma définition. Et puis là encore, tu sais, je vais prendre avec toi les mêmes précautions que je prends avec les joueurs. C'est-à-dire que je vais donner ma réponse et puis je me laisse tout à fait le droit de dire des choses qui déplaisent. Ouais. Mais c'est des choses, par contre, c'est des réflexions que j'ai eues. Pour moi, être fort mentalement, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter cet inconfort dont je parle depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui finalement ne ressent pas de positif, ne ressent pas d'émotion positive, de plaisir, mais va quand même au bout de sa tâche, fait preuve de résilience, fait preuve de persévérance, parce qu'il est capable de comprendre qu'il est dans un processus. C'est quelqu'un qui ne recherche pas le plaisir immédiat. Ouais. Pour moi, c'est ça, quelqu'un qui est fort mentalement. Quelqu'un qui est faible mentalement, j'aime pas parler de quelqu'un qui est faible mentalement, mais c'est vrai que je l'ai certainement utilisé plusieurs fois, mes collègues pourront le dire, mais quelqu'un qui me paraît faible mentalement, bah, c'est effectivement quelqu'un qui va abandonner très vite. Ou peut-être quelqu'un qui n'abandonnera pas malgré le risque absolument énorme de blessures, que ce soit émotionnelle ou physique. Pour moi, c'est une forme de faiblesse mentale, c'est-à-dire ne pas faire preuve de suffisamment de lucidité pour comprendre qu'on est en train de se mettre en danger. Savoir renoncer, tu vois, je sais pas si tu comprends un petit peu le. Si, si, carrément, clairement, Ouais. clairement. C'est intéressant. Est-ce que tu penses que la différence entre le top 10, 50 ou 100 et le reste du monde se joue dans la tête uniquement ou pas? Et qu'est-ce qui fait la principale différence selon toi? Ouais, je pense pas que ça se joue uniquement dans la tête. Encore une fois, si je pars de cette philosophie de prendre le joueur comme un système global, un système complet. Tu vois, tu parlais avant, est-ce qu'on peut être faible ou fort mentalement dès la naissance? Bah voilà, ma réponse n'est pas ultra claire. Par contre, on est avec des composantes génétiques, physiques notamment. On est capable de les déceler assez rapidement pour voir que certains joueurs, certaines joueuses auront beaucoup plus de chances de se retrouver dans le top 10 que d'autres. Certaines personnes, on pourra dire d'entrée, ça va être. J'aime pas utiliser le mot impossible, mais ça va s'en rapprocher, quoi. Donc, il n'y a pas que le mental. Je pense que le mental a vraiment un impact super intéressant dans la possibilité d'optimiser sa performance. Mais il y a beaucoup trop de paramètres pour pouvoir prétendre qu'aujourd'hui, seul le mental peut faire la différence. Donc, je ne le prétendrai pas. Et puis, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai 43 ans, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre, notamment dans le top 100, où j'ai peu d'expérience dans le top 100. Et j'ai envie d'apprendre, je me réjouis d'apprendre. Pour l'instant, c'est beaucoup d'observation, j'observe plein de choses. Et ça me fait grandir, mais peut-être que allez, dans 10 ans max, je pourrais te donner une réponse beaucoup plus claire par rapport à ça. Comment tu continues de te former et d'apprendre?
Beaucoup au contact de personnes qui ont plus d'expérience que moi, beaucoup dans l'échange, beaucoup dans le partage avec d'autres disciplines aussi. C'est dans ma formation, j'ai eu un examen de un peu plus d'une vingtaine de sports différents, donc j'ai pu apprendre finalement à enseigner ces différents sports. Et puis enseigner, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est être capable de sortir les fondamentaux d'un mouvement et puis d'essayer de le comprendre. Et là, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire pour me former, c'est d'être beaucoup dans l'observation. Et je suis beaucoup, beaucoup dans l'observation. Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais interroger. J'émets des hypothèses, j'essaie de les confirmer ou de les infirmer. Et puis, je continue à lire beaucoup de choses. On échange pas mal d'articles aussi scientifiques avec les collègues. On essaie toujours de rester informé par rapport à ça. Puis parfois, je fais aussi des formations continues. Dans le cadre de mon métier, j'ai la possibilité d'avoir certains nombres, enfin chaque année des formations continues. Puis si quelque chose m'intéresse, je fonce. Et pour les personnes qui savent pas si elles devraient bosser mentalement, à quoi est-ce qu'elles peuvent s'attendre comme résultat, comme type d'expérience, tu vois, pour tous nos auditeurs qui sont dans la Ouais. cible de Edge, hein, 40 ans, joueur de club, fin de carrière, que vous pourriez recruter après-demain, par exemple, pour aller chercher une deuxième semaine en Grand Chelem, par exemple. Ouais. T'es intéressé, Max? Ah bah, c'est postulé. Non, mais plus sérieusement, on va dire pour les passionnés qui écoutent le podcast et qui se disent, tiens, je sens que ça pourrait m'aider, mais Ouais. je sais pas encore si j'investirais l'argent pour le faire. Je dirais, Ouais. c'est quoi les résultats et l'expérience vécue? Tu sais, là, je pense aussi que chaque préparateur mental va pouvoir te donner une Oui, réponse différente par toi. Et je pense clairement que déjà, si tu te poses la question, si tu as besoin d'un entraînement mental, tu as déjà fait une bonne partie du chemin. ouais, Parce que tu constates qu'il y a certaines choses que tu parviens pas à gérer, ou en tout cas pas comme tu l'aimerais quand tu es sur un court de tennis. Après, ça dépendra évidemment. Tu parlais de finances. Moi, j'en ai aucune idée des tarifs des différentes personnes en fonction des clubs. Mais moi, je pense que déjà faire un premier contact, c'est quelque chose d'intéressant parce que la personne avec qui tu vas parler va pouvoir aussi répondre à cette question, à quoi t'attendre. Vu que c'est finalement du sur-mesure qu'on propose, je vais pas pouvoir répondre à la même personne la même réponse. Ah bah mm, toi, tu pars de beaucoup plus loin, par exemple. Qu'est-ce que tu vas pouvoir obtenir? C'est un petit peu compliqué. Mais vu que je veux pas faire une réponse trop suisse, je vais quand même te dire que globalement, tu peux t'attendre à avoir une meilleure gestion de tes émotions. Donc, une meilleure gestion de ses émotions, ça veut dire tout simplement être capable de mieux vivre les moments de frustration, de mieux accepter ce qui te traverse pendant un match. On va t'apprendre aussi à poser ta concentration sur quelque chose qui a peut-être plus de valeur que tes habitudes, quelque chose d'essentiel. Donc, on va t'amener à avoir au final une meilleure performance. On va quand même, en matière de performance, on aura des résultats. Et du moins, c'est ce qu'on cherche tous dans nos différentes branches, quoi. C'est d'amener un joueur à performer, et quel que soit son âge. Moi, je pense que le travail mental, il est important. Venez, faites du travail mental. Là, je suis un ok. très bon vendeur, hein. Ah non, mauvais vendeur, on avait dit. Aïe. Tournez vendre des Ouais, crevettes, moi. c'est ton expérience dans le poisson Mhm, mhm. pour parler d'un phénomène d'actualité, les réseaux sociaux, Ouais. qui sont un vaste sujet, notamment auprès des joueurs et des joueuses que tu accompagnes d'un point de vue mental. Est-ce que c'est dangereux, puisque on a peut-être une capacité d'attention qui est réduite avec le fait de scroller, d'avoir des infos qui passent non-stop, d'être très sollicité par le cerveau dès lors qu'on allume son téléphone. Est-ce que tu sens que l'attention est un vrai sujet et tout ça est un peu problématique? Euh, cette question, tu vas avoir une réponse précise par Francesco. Et là, Ok. je lui mets un bon gros coup de pression, il sera obligé d'y répondre. Mais je me souviens, en fait, il y a déjà, je sais pas, 10, peut-être 15 ans, tout le monde était en alerte. En fait, ces réseaux sociaux prenaient de plus en plus de place. Et tout le monde était en alerte en disant il faut absolument protéger les enfants, il faut absolument protéger les adolescents, les gens qui passent trop de temps sur ces réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours pris un parti de me dire, mais il faut de toute façon vivre avec son temps. Les choses existent, les gens en profitent. Il y a très certainement une forme d'addiction là-dedans et il y a très certainement un rôle, et plusieurs études le prouvent, il y a un rôle clairement dans la capacité d'attention. Je parlais de Francesco tout à l'heure, pardon, lui, il a vraiment cette possibilité de faire ce travail-là. Il vous expliquera ses méthodes, c'est vraiment cool, vraiment très, très intéressant. Et il a cette possibilité de travailler sur l'attention. L'attention, c'est une chose, mais c'est l'attention soutenue qui nous intéresse dans le tennis. On est toujours sur ces vagues. C'est impossible d'avoir une attention continue. Même si on sait exactement sur quoi on doit focaliser son attention, reprenons l'exemple du serpent d'avant. On a de toute façon au niveau du cerveau, les capteurs le montrent, les écrans le montrent, on a de toute façon une attention qui est fluctuante. La garder sur le long terme, c'est une qualité qu'ont les tout grands. Les tout grandes joueuses de tennis, ils ont vraiment cette qualité-là, ils travaillent beaucoup là-dessus. Donc les réseaux sociaux, pour moi, ont un impact là-dessus, mais ils peuvent avoir aussi du positif. Pour moi, les écrans sont aussi une façon de travailler ces attentions-là. Et de toute façon, on vit avec. Donc Mm. prévenir, oui, mais interdire ou... Je vois pas ça comme le diable non plus, mais il faut être très prudent quand même, ouais. Ok. Est-ce que tu as entendu parler du
du médoc qui est pris par les joueurs pour être plus concentré. Je crois qu'il y a un truc qui tourne là-dessus. Pas mal. Oui, oui. Oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est fou, non? Ce médicament, bon, il peut avoir un nom différent d'un pays à l'autre. C'est une molécule effectivement qui est utilisée principalement pour les personnes qui souffrent de TDAH, de troubles déficit de l'attention. Ce médicament te permet de te concentrer. C'est quand même un traitement, sauf erreur, qui se prend sur du long terme. Et puis aujourd'hui, je crois que c'est pas très compliqué d'aller voir un médecin pour dire qu'on souffre finalement de cette maladie quand on est un joueur de tennis. J'ai effectivement entendu quelques bruits par rapport à ça. C'est pas considéré comme dopant en plus. Bah non, mais maintenant, voilà, j'ai pas envie de tomber dans des allégations, mais je sais que ça se fait. Et puis ce médicament-là, bah, à titre personnel, clairement, je le déconseille dans le sens où c'est clair que c'est un raccourci en fait. C'est un raccourci pour améliorer sa capacité de concentration, mais en fait, on donne à son corps peut-être quelques molécules dont le corps n'a pas forcément besoin. Le recul pour moi n'est pas suffisant pour savoir à long terme ce que ça peut produire sur le cerveau d'une personne, puisque ça agit notamment au niveau du cerveau. Et voilà, moi je suis pas pour ce genre de choses. Mais j'en ai entendu parler, Max, mais je peux pas te dire exactement. Il paraît que les joueurs le prennent pour bah voilà, avoir un niveau de concentration optimal, être capable de ne pas avoir de trou d'air pendant 3 heures de match et breaker au moment opportun, évidemment. Ah, Alors, je leur souhaite de pas l'oublier quand ils joueront une finale. euh, deux petits coups de baguette magique pour terminer. Comme ça, hein, vraiment offert. Comment être en confiance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être... Tu vois, on nous dit sans cesse, il faut gagner en confiance, il faut être confiant, il faut, voilà, ceci, cela. Évidemment, c'est une formule que j'aime pas, que tu dois pas aimer non plus, qui veut tout et rien dire. Mais si tu devais nous donner deux, trois ingrédients de ta potion magique, ce serait quoi? Travail. Ok. Sans aucune hésitation. Mais le travail, pourquoi? Tu sais, la question de confiance, en fait, elle revient dans énormément d'éléments. Je me souviens d'une demande d'un coach. OK, ma joueuse ne monte pas suffisamment au filet. On va faire un module de 2 semaines avec toi pour qu'elle monte plus au filet. Merci. OK. Et là, on arrivait sur la notion de confiance. Parce que je dis, tu sais quoi, monter au filet, c'est la conséquence de beaucoup de choses, en fait. C'est la conséquence d'une prise de risque, d'une lecture de trajectoire, d'une anticipation. C'est la conséquence d'un travail tactique déjà bien posé dans la tête. C'est la conséquence d'un bon travail physique, d'un travail technique, capacité à faire tout ça. Et tout ce travail-là, c'est ce qui lui amènera la confiance nécessaire pour monter au filet. Mais Ouais. si tu dis à quelqu'un, il faut que tu montes plus au filet, oui, la stat le dit, c'est vrai. Mais donne-lui les moyens de le faire. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Puis là, on aura besoin de pas mal de personnes autour d'elle pour y arriver. Donc, donner la confiance, effectivement, tu as raison, avoir plus confiance. C'est pas que j'aime pas, en fait, cette notion, c'est que c'est extrêmement, c'est complexe. Donc, j'ai pas cette baguette magique, mais je peux simplement dire que pour avoir plus de confiance, pour moi, c'est encore une fois, c'est définir le bon objectif, c'est de croire au processus et puis d'accepter la défaite. Ça, c'est un truc que j'adore entendre des joueurs. Ceux qui perdent, beaucoup disent, et tu l'as entendu certainement autant que moi dans ta carrière, Max, c'est quand on dit, ouais, j'ai perdu aujourd'hui, mais j'ai beaucoup appris. Moi, j'apprends de mes défaites. Et moi, j'adore quand on me dit ça, parce que quand on m'explique ça, je dis, parfait, ok. Et t'as appris quoi? Et en général, cette question, elle pique, tu vois, elle fait un Ouais, petit c'est peu. clair. Mais c'est ça pour moi. Avoir confiance, c'est déjà savoir ce que je suis allé chercher sur le terrain. Donc, c'est avoir défini le bon objectif, qui en cas de réussite me permettrait de gagner. Et puis, c'est de se juger, de s'évaluer par rapport à cet objectif. Si j'ai réussi cet objectif-là, je vais petit à petit construire ma confiance. Donc, quand on est dans un processus, c'est OK, parce qu'on accepte que le résultat ne sera pas immédiat. Mais on doit avoir confiance déjà dans le travail avec le coach, confiance dans envers le processus, pour que la confiance se manifeste ensuite dans son corps quand on joue. Et alors, dernière question pour toi, Fab, parce que j'ai bien compris que tu étais un druide, voire même un chaman parfois, et un poète. Et c'est justement, tu sais, j'ai tellement peur de ça, j'ai pas envie d'être gourouisant, Ah mais oui, je comprends, je comprends, je comprends. ouais. Mais alors, comment être heureux, selon toi? Ah. Là, j'ai la réponse, mais j'ai la mienne en fait. Oui, très bien. Je la partage volontiers, quoi. Trop bien. Pour moi, être heureux, encore une fois, je vais sortir du tennis, mais c'est trouver un sens à sa vie. Le sens, je l'avais trouvé il y a quelques années, en fait. J'avais 31 ans, très exactement. Moi, j'ai compris qu'il y a un truc qui me rendait heureux, c'est que, en fait, quand j'aide, quand je peux aider les gens, je me sens heureux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai passé 10 ans dans le monde du tennis sans rien demander en retour. C'est-à-dire, j'ai pas demandé de salaire. J'ai fait vraiment ça par passion parce que je savais que le travail que je faisais pouvait aider. Et le jour où j'ai compris que c'est ce qui me rendait heureux, ben, il s'est passé une petite aventure entre deux. Je suis allé vendre ces histoires de fruits de mer, on s'en souvient. Et quand je suis rentré,
J'ai travaillé à peu près 100 heures par semaine pour développer une plateforme en ligne qui vient en aide à toutes les organisations, toutes les personnes qui ont des bonnes idées pour faire en sorte qu'ils puissent améliorer tout ce qui peut l'être, quoi. Puis l'idée, c'était de faire un peu de crowdfunding, pouvoir les aider à récolter un peu de l'argent, leur faire de la pub. Donc, je me suis lancé dans un projet personnel. Ça faisait une dizaine d'années que j'y pensais. Et puis voilà, j'ai créé ma petite société. J'essaye de la faire vivre ou survivre, mais ça correspond à 100% à mes valeurs. La société, d'ailleurs, elle s'appelle On s'aide. Et ça arrête, c'est vraiment quelque chose qui correspond à mes valeurs. Donc, le secret du bonheur pour moi, c'est de trouver en fait ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui te fait vraiment du bien. Et puis vas-y, fonce, et puis tu vas te planter, c'est sûr. Peut-être que je vais me planter. Mais je pourrais dire à ma fille un jour, tu sais, ben voilà, je suis allé au bout de mes idées, puis surtout au bout de mes valeurs. Et puis le résultat, encore une fois, c'est un processus. Donc, je suis pas encore axé résultat pour l'instant. Je suis dans le processus et ça me fait beaucoup de bien. Alors, j'ai trois questions de fin, mais alors très rapides, tu peux répondre par deux mots à chaque fois. Est-ce que tu aurais un livre et un seul à recommander à notre audience, que si tu devais offrir à l'intégralité de tes amis, tu t'offrirais ce seul livre-là? Ben voilà, il va pas parler à tout le monde, mais je l'ai déjà offert une dizaine de fois. C'était un des premiers livres que j'ai lu quand je parlais avant de développement personnel. Et puis, mais il m'a beaucoup plu pour une raison toute simple. En fait, c'est le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Donc, là, encore une fois, tu sais, c'est ce genre d'auteur que finalement tout le monde lit, mais qui m'a apporté beaucoup de choses parce que c'est un livre que tu peux ouvrir à n'importe quelle page Ouais. qui t'amènera un enseignement. Il y a beaucoup de métaphores aussi dans ce livre. Et puis, surtout, il a été écrit sur la base de philosophie très, très ancienne, notamment justement bouddhiste en Inde. Enfin, très, très intéressant. Et Manuel du guerrier de la lumière, parce que c'est aussi, voilà, il y a un peu l'art de la guerre. Mais la guerre, évidemment, surtout aujourd'hui, c'est un terme évidemment 100% négatif. Mais dans ce contexte-là et dans ce livre, on voit que le terme de guerrier, il est à des fins pacifistes et des fins positives. Donc, voilà le livre que je conseillerais. Est-ce qu'il y aurait une ressource que tu as découverte récemment qui t'a inspiré, film, musique, podcast, documentaire? Découverte récemment, non, mais là encore, Oui, t'as un truc peut-être que tu écoutes régulièrement, ça. bah, moi tu sais, je suis de la vieille école, de la nouvelle école, d'une école qui a pas d'âge. Jean-Jacques Goldman, mais je suis un fan absolu de ses textes, en fait. Sa musique aussi, évidemment, mais voilà, si on prend un peu la peine d'écouter, moi, il y a une chanson qui m'a bouleversé, Néon 17 à Leidenstadt, quand on connaît l'origine c'est extraordinaire, voilà. Donc, Ah c'est bon? vrai que ça répond pas forcément directement à la question du tennis, mais comme tu peux le constater, Non, là on sort du cadre. C'est des ouais, questions plus générales. Tu l'as ouais. déjà vu en concert? Non, j'ai pas eu la chance de le voir en concert, mais ma copine a fait un truc extraordinaire à l'occasion de mes 40 ans, en fait. Elle lui a écrit. Ouais. Ça a pris à peu près 6 mois. Et le jour de mes 40 ans, j'ai reçu une carte postale avec un mot personnalisé de Jean-Jacques Goldman. C'est encore sur enfin, je le mets sur mon frigo. C'est pas un manque de respect, c'est juste c'est l'endroit. Je suis assez souvent vers mon frigo, donc comme ça, je peux toujours voir ce petit bijou, ce magnifique cadeau. Solide la copine, très solide. Ouais, super, vraiment. C'est Est-ce génial. qu'il y a une citation ou une métaphore que tu aimerais nous partager pour terminer? Là aussi, j'ai quelque chose qui me vient, mais qui n'a rien à voir. C'est plutôt un hommage à Ben, un ami d'un certain âge. Mais encore une fois, là, je parle vraiment de l'âge du cœur. C'est quelqu'un d'extraordinaire c'est pour reprendre un peu ce que je disais avec cette notion de paysage à partager, en fait, de tout ce qu'on apprécie dans la vie à partager avec les autres. Il m'a partagé une fois une petite phrase qu'il avait écrite. J'écrirai toujours le mot solitude avec deux L pour m'éloigner d'elle et me rapprocher de toi. Et j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé ça Fort. très, très beau parce que voilà, ça peut parler autant d'amitié que d'amour, encore une fois, de relations humaines. Et je pense que c'est ce qui m'est venu, en tout cas spontanément, quand tu m'as posé la question, quoi. Magnifique, magnifique, je connaissais pas, c'est beau. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode autant que moi. Je me suis régalé, merci pour ton temps, merci pour ta générosité dans les échanges, ta transparence, ton énergie, c'était vraiment un bonheur. Et Merci, Max. avec grand plaisir, et pour les personnes qui sont encore là, mettez-nous un commentaire en mettant dans le commentaire veste bleu ciel. Comme ça, on verra à peu près combien de personnes sont là. Pas besoin de mettre le sponsor de Monsieur Sbarro, mais déjà, on pourra à peu près jauger. Voilà, un grand merci. Mettez un like aussi à la vidéo, ça nous aide, comme d'hab. Et puis, si Fab vous a inspiré, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot ou à le remercier de notre part. Voilà. À bientôt, Fab. Merci beaucoup. À bientôt, Max. Allez, ciao, ciao.